Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents sur ce temps de midi avec nous. C'est un plaisir, au nom d'Etopia et du Centre Jackie Moral, de vous accueillir à notre conférence sur la gestion de crise au XXIe siècle et plus particulièrement sur la crise climatique. Alors merci à nos trois intervenants d'avoir accepté notre invitation et j'en profite pour vous préciser que cette conférence est diffusée en direct sur Radio Campus, la radio de l'ULB, et que nous saluons les personnes qui nous écoutent. Ceci étant dit, venons-en au sujet. Alors la crise, les risques, voilà des mots qui peuplent désormais l'actualité sanitaire, l'actualité climatique et puis aussi notre quotidien. Et aujourd'hui, nous vous proposons de partir de l'expérience des inondations de juillet 2021 pour tirer des leçons. Alors elles ont eu lieu maintenant il y a un peu plus d'un an, leurs effets continuent de se sentir, mais nous avons aussi un certain recul par rapport à elles. Et il faut constater qu'elles ont profondément éprouvé nos sociétés, elles ont profondément éprouvé aussi la capacité des pouvoirs publics à y faire face. Et nous sommes nombreux à rester avec une question relativement simple. Que fait-on de ça ? Que fait-on de ça ? D'autant plus que la question que nous avons, qui nous trotte aussi dans la tête, c'est que fait-on de ça, sachant que ça pourrait recommencer extrêmement vite, ou que d'autres crises, puisque nous le voyons cet été, un scénario différent peut se produire. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est justement de dépasser une tétanie et c'est de pouvoir tirer un des enseignements des inondations 2021, qui est sans doute que la culture des risques, la gestion de crise doit être un savoir en partage. Et c'est un de nos objectifs pour aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons avec nous trois intervenants spécialistes de la question. Alors, nous avons tout d'abord Sébastien Brunet, docteur en sciences politiques et administration publique, administrateur général de l'Institut Wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique, et professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Liège, où vous avez dirigé pendant une dizaine d'années le laboratoire Spiral, et vous travaillez beaucoup notamment sur la question des échanges entre sciences et citoyens. À vos côtés, une de vos éminentes collègues, Aline Thierry, qui est sociologue, chargée de recherche et assistante au Spiral de l'Université de Liège. Vous gérez le projet Planicom, qui est à la fois un certificat interuniversitaire en gestion de crise et en planification d'urgence, et une plateforme d'expérience et d'échange dans le domaine de la gestion de crise. Vous avez aussi publié beaucoup sur le sujet. Enfin, nous accueillons Fabio Recchia, qui est chercheur en philosophie sociale et politique à l'ULiège et qui a contribué au congrès Résilience de la Wallonie, qui, après les inondations, visait à en tirer des enseignements, et vous aurez l'occasion de nous parler de ce travail. Alors, merci à tous les trois. Alors, comme vous le voyez, c'est un panel, ma foi, très liégeois, mais puisque nous sommes à Namur et diffusés à Bruxelles, il fallait bien équilibrer tout cela. Alors nous allons discuter maintenant des questions suivantes. Comment nous apprêter à vivre à nouveau des crises ? Comment nous approprier collectivement une culture du risque, une gestion de crise ? Et aussi, et ça c'est important pour les écologistes, comment aborder ces phénomènes avec une vision, une gestion qui soit démocratique, qui soit égalitaire ? Quel rôle aussi pour la population, une population dont on a vu sa capacité à s'auto-organiser très rapidement, et quelle coordination, du coup, entre la population, entre les solidarités citoyennes qui s'expriment sur le terrain et les pouvoirs publics. Alors, beaucoup sera à discuter, on l'a dit, on va rester aujourd'hui sur les inondations. Je peux comprendre que ça puisse susciter des frustrations, parce qu'il y a de nombreuses crises dont on souhaiterait parler, mais on prend ce cas concret pour pouvoir après peut-être décentrer lors des questions. C'était la manière la plus adéquate de pouvoir se tenir au temps qui nous était imparti. Et je pense que c'était ce que je souhaitais vous dire. Et alors, pour lancer la discussion, eh bien, je souhaitais citer Serge Tisseron, qui est un psychiatre français qui a publié sur de nombreuses choses, et notamment sur la résilience. Et il était interviewé sur la résilience collective après la catastrophe, les inondations de juillet dernier. Et il disait qu'il y avait deux missions principales pour la population.
pour une résilience collective. Alors lui, il disait, la résilience, ce n'est pas faire du yoga, ce n'est pas apprendre à respirer profondément pendant les catastrophes, ce n'est pas apprendre à mordre sur sa chic en attendant que ça passe, il mettait en avant deux choses, c'est tirer la force du collectif. Et alors il parlait comme première mission, en fait, que les populations exigent de leur pouvoir public une culture du risque qui soit appropriée, des infrastructures, des institutions publiques qui savent répondre à la crise. Et la deuxième mission, c'est développer les capacités alors des populations de prendre soin d'elles-mêmes, et avec notamment comme exemple le fait que lors de la catastrophe nucléaire à Fukushima, les villages, les endroits où il y a eu le moins de morts, c'est là où les personnes se connaissaient et c'est là où les personnes se sont entraidées. Et donc je souhaitais partir de ces deux missions évoquées par lui pour commencer la discussion, mais peut-être revenir d'abord sur... En juillet 2021, en fait, il y a un double drame. Le premier drame, c'est celui des inondations qui sont destructrices, qui emportent tout sur leur passage. Et puis ensuite, c'est le fait que des personnes se retrouvent bloquées à l'étage pendant des heures, se retrouvent dans des décombres, se retrouvent dans l'eau, et qu'il n'y a pas un hélicoptère qui arrive pour ramasser les personnes sur les toits, il n'y a pas un puissant secours d'État préparé, maîtrisé. Il n'y a pas le sauvetage tel qu'on l'imagine dans les blockbusters. Et ça me rappelle une image qui a beaucoup tourné sur Instagram et qui était comment j'imaginais la fin du monde, et où on voit Charlize Theron dans Mad Max qui est prête à en découdre, et comment ça se passe réellement. Et alors c'est ce personnage de la comédie américaine de Big Lebowski avec ses longs cheveux, qui est en slip et en peignoir dans un supermarché vide. Et voilà. Et donc, ma première question, c'est est-ce que dans ces moments-là, c'était un peu de l'humour pour détendre, mais est-ce que les catastrophes ne sont pas en train, quand elles se passent, leur réalité n'est pas en train de gifler les représentations que nous en avions? Et donc ça, j'aurais aimé vous entendre là-dessus, si ça faisait pas aussi partie du drame qu'on vit actuellement. Oui, Aline me regarde un drôle d'air, donc je pense que je vais me lancer. Moi, le 21 juillet, j'étais en peignoir aussi. Donc, au juillet de l'année passée, j'étais en peignoir aussi quand les inondations sont arrivées. Donc, j'étais un peu aussi perturbé par cette situation dans laquelle on se trouve finalement confronté à une réalité catastrophique pour une catégorie, une certaine population localisée à certains endroits, et d'autres qui sont complètement en dehors de ce phénomène catastrophe. Et donc, cette confrontation-là entre le réel que certaines populations vivent sur le territoire, alors que vous êtes peut-être à 5 km à côté, c'est un clash aussi, c'est une gifle à nos représentations, le calme qui règne. Et c'est la même chose quand on pense aux questions comme la perte de biodiversité, le changement climatique, les catastrophes qui se passent dans le monde alors que nous sommes dans un environnement relativement serein, calme. Il y a, comme quand vous êtes au cœur du cyclone, tout tourne autour de vous et vous, il fait calme. Et ça, je trouve que psychologiquement, c'est extrêmement difficile à vivre parce qu'on a envie d'être dans l'action et de réagir. Et quand on ne peut pas l'être, on va projeter évidemment que les moyens sont là pour le faire. Et ce qui a été un élément de prise de conscience tu parles d'une gifle entre la réalité et nos représentations, c'est pas seulement les représentations des citoyens, c'est aussi les représentations des acteurs de terrain. Les acteurs de terrain, quand ils ont à leur disposition en juillet de l'année passée 5, 6 hélicoptères qui sont là, qui sont préparés, qui viennent de différents endroits, de différents pays, et que ce sont les opérateurs eux-mêmes qui disent aux gestionnaires de la crise, nous ne pouvons pas décoller parce que le plafond est trop bas, et quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas décoller. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui se rendent compte des limites techniques dans lesquelles ils se trouvent. Et on a eu le même phénomène de confrontation à la réalité avec Katrina. Souvenez-vous, c'était aussi la confrontation entre la réalité et nos capacités d'intervention. Quand il y a 6 mètres de boue, aucun appareil de levage ne peut venir enlever une voiture, n'importe quoi. On est coincé. Et là, je pense qu'il y a la construction alors je ne dirais pas d'un mythe collectif, mais en fait c'est l'indicateur que nos sociétés sont totalement imprégnées d'une très forte culture du risque. Parce que souvent on dit qu'il n'y a pas de culture du risque. En fait, nous avons une énorme culture du risque, qui est fondée sur quoi? Sur la maîtrise et la domination de l'environnement. Depuis le début de la révolution industrielle, nous avons éprouvé de nouvelles activités, nous avons éprouvé les risques qui allaient avec, et on s'est dit, on gère en mettant de code de la route, en mettant des inspections automobiles, en mettant toute une série des agences de contrôle alimentaire, nucléaire, médicaments. On y a mis en place un arsenal de dispositifs pour gérer les risques. Donc on a une très forte culture du risque, gigantesque.
au point tel que nous sommes dans nous nions complètement que certains phénomènes peuvent nous échapper. Et ce que nous avons vécu collectivement en juillet, c'est en fait sans doute le début d'une nouvelle normalité par rapport à de nouveaux phénomènes pour lesquels nous n'avons aucune maîtrise actuellement. Et donc il y a une confrontation entre une culture du risque, je dirais, technico-industrielle, forte, capitaliste, d'exploitation et de captation des ressources qu'on gère, hein, et on va exploiter et on va progresser, versus une nouvelle culture du risque à construire qui n'est pas du tout là, et qui nous confronte à nos propres limites et à nos propres impuissances. Et ça, je pense que c'est une leçon fondamentale. Et on vient, bizarrement, dire que nous n'avons pas de culture du risque. En fait, elle est tellement gigantesque, notre culture du risque, que nous ne la voyons même plus. Nous l'avons internalisée. On a des systèmes de détection d'incendie, on a des systèmes de contrôle de partout. On a oublié que nous contrôlions le risque tout le temps. Donc c'est cet élément-là. Nous avons été capables d'oublier cette culture forte du risque. Nous l'avons intégrée totalement. Et dès qu'un événement vient se rappeler à nous que nous sommes juste dans un décalage par rapport à de nouveaux phénomènes, eh bien on est surpris. Merci Sébastien Brunet. Aline Thierry, je vous vois opiner du chef. Oui, donc moi je voulais peut-être apporter un élément aussi. Je pense qu'au moment des inondations, effectivement, les gestionnaires de crise et les personnes qui étaient amenées à gérer cette crise se sont retrouvées aussi face à des plans finalement et des procédures qui n'étaient pas adaptées. Alors peut-être qu'effectivement on a une culture du risque, mais je pense qu'on n'a pas non plus la référence en gestion de crise et planification d'urgence. C'est une législation qui est fédérale, c'est un arrêté royal qui a été rédigé en fait en 2006 et puis qui a été mis à jour en 2019. Et en 2006, en fait, on avait tous en tête la catastrophe de Guilanguin. Et donc c'était une crise, une explosion de gaz qui était localisée. Donc, et je pense que tout cet arrêté royal a vraiment été construit sur cette image d'une crise qui est localisée, qui est d'une durée assez courte, où tout l'enjeu va être de se coordonner, et c'est très, très important. Mais je pense que quand on est face à une crise comme celle des inondations, ces outils-là n'étaient pas suffisants et n'étaient en tout cas pas adaptés, parce qu'on a alors des territoires qui vont être très importants. On l'a vu évidemment en province de Liège, mais il y a d'autres provinces qui ont été touchées tout en même temps. On a plusieurs zones de secours, par exemple, qui sont impactées. Il y a eu une grosse réforme des zones de secours. Eh bien, on n'a pas imaginé à un certain moment qui allait prendre le lead quand plusieurs zones de secours étaient impactées. Donc on a imaginé que c'était la zone la plus impactée qui allait prendre la direction opérationnelle, mais en fait ici toutes les zones étaient impactées. Donc on se retrouve dans une structure qui est finalement qui n'est plus opérationnelle. Et donc les plans et la façon dont on a imaginé toute la structure de gestion de crise, elle n'est pas opérationnelle, elle n'est pas adaptée à des situations comme les inondations. Donc c'est une sorte d'impensé même dans notre culture du risque. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça. Merci. Fabio Recchia. Oui, merci. Je pense moi aussi qu'on ne prend pas trop de risques en disant que nos représentations étaient ébranlées par les inondations, qui ont mis en évidence un écart significatif entre la réalité des risques environnementaux et les moyens qui sont mobilisés actuellement pour gérer ce phénomène. Alors concernant l'origine de ce décalage qui produit des représentations mutilées, il y a bien sûr plusieurs explications. Pour ma part, je me contenterai simplement de rappeler celle qui a été identifiée par le groupe de travail que j'ai animé dans le cadre du congrès Résilience, qui était chargé d'examiner la problématique des risques environnementaux et de leur gestion en région wallonne. Alors, en ce qui me concerne... Excusez-moi, je vous interromps. Juste peut-être, vu que je pense que tout le monde ne connaît pas le processus, si vous pouvez nous l'expliquer en deux, trois mots. Durant l'année 2021-2022, il a été décidé par Madame la ministre Céline Tellier d'organiser un congrès qui s'intitulait Résilience, anticiper et s'adapter pour notre futur. Donc l'événement avait pour objectif d'établir un diagnostic des vulnérabilités de la Wallonie face aux risques environnementaux et plus généralement d'identifier un ensemble de recommandations qui permettrait de mieux se préparer, de mieux gérer ces risques à l'avenir. Et donc mon intervention d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de ce travail collectif qui a été fait avec différents secteurs, notamment les universités, des citoyens de la société civile aussi, des mandataires politiques, etc., etc. Merci. Et donc, dans le cadre de ce travail-là, ce qui a été identifié comme proposition d'explication par rapport au problème de l'origine de ce décalage dans notre culture de crise,
c'était qu'actuellement, la région Wallonne semblait ne pas posséder une culture de crise, ou en posséder une, mais pas une culture nécessairement adéquate par rapport à la problématique. Donc pour être plus précis, cette culture, elle existerait bel et bien, elle serait fortement répandue, mais elle serait détenue par des corps de métier qui sont très spécialisés. Donc des administrateurs publics, des chercheurs qui sont issus du monde académique dans le champ de l'ingénierie, de la gestion, de la politologie. Et donc l'origine du décalage résiderait dans un déficit d'inclusion. On a un bagage théorique, mais il reste la propriété exclusive de certaines classes d'individus, tandis qu'il devrait être diffusé dans tous les espaces de la société pour permettre que tout un chacun se rapporte de manière plus adéquate au problème des risques climatiques. Et donc tout le problème serait de savoir comment rétablir cette continuité avec un travail d'éducation permanente qui consisterait à, d'une part, inculquer une nouvelle culture et d'autre part, déconstruire justement le modèle dont on dispose actuellement et qui nous fait nous rapporter à la problématique sur un mode qui est celui de l'abondance, du spectacle, de l'exploitation, en tout cas d'une manière qui semble inadéquate pour l'instant. Merci. Et alors justement, j'ai envie de vous demander de prolonger la réflexion. Vous avez déjà commencé à esquisser la culture du risque telle qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas aujourd'hui, mais alors quelle serait aujourd'hui une bonne culture du risque? Est-ce que c'est suffisant pour une bonne gestion de crise? Quels critères est-ce que vous mettriez en avant pour la rendre, donc, cette culture du risque et cette gestion de crise efficiente? Alors peut-être on peut commencer par Madame Thierry. Merci. Donc oui, alors moi je pense qu'effectivement une bonne culture du risque contribue à une bonne gestion de crise. Mais donc moi, plutôt que de parler de culture du risque, je trouve que c'est intéressant de parler de cycle du risque. C'est un outil qu'on utilise régulièrement en formation avec les gestionnaires de crise. Et on voit que dans cette gestion des risques, il y a différentes étapes qui sont toutes reliées l'une à l'autre. La première étape, c'est l'identification des risques. Et puis après, il y a aussi toutes les mesures de prévention, d'atténuation des risques qu'on peut prendre. Et ça, c'est par exemple construire des digues au bord des rivières. Ça peut être aussi faire des plans d'urgence et d'intervention dans la phase de planification. C'est une phase qu'on oublie souvent, dont on n'entend pas parler beaucoup. C'est un travail de l'ombre, mais qui conviendrait effectivement, je pense, de mettre beaucoup plus en avant et d'investir davantage. Donc c'est vraiment, toutes les communes ont l'obligation d'avoir un coordinateur planifié, comme on l'appelle. Il existe aussi au niveau des services de gouverneurs. Et donc ces personnes-là, souvent, elles ont de multiples casquettes. Elles n'ont pas d'obligation de formation. Elles se retrouvent à devoir faire des plans d'urgence, mais ces plans d'urgence n'ont pas toujours un degré d'opérationnalité très élevé parce qu'ils ne sont pas exercés. Donc il y a vraiment tout un travail là à faire, je pense, et c'est un travail de fond qui est important puisque la planification d'urgence, c'est essayer de se pencher justement vers quel scénario de crise on pourrait être confronté demain, après-demain, et donc essayer de se pencher sur la question et voir face à ça, comment est-ce qu'on va réagir. Donc je pense que c'est un travail qui est important et sur lequel on n'investit pas encore assez. Puis alors il y a évidemment la gestion de crise et qui est toujours caractérisée par un côté d'imprévisibilité parce qu'on ne sait jamais à quel type de crise on va faire face. Ça nécessite de pouvoir s'adapter, ça nécessite de pouvoir improviser d'une certaine façon, mais pour pouvoir bien improviser, il faut évidemment s'être préparé et il faut avoir établi tout un réseau de connaissances et de collaboration. Sinon, ça ne va pas être possible de s'adapter, ça ne va pas être possible d'improviser. Improviser dans le sens cadré du terme. Donc ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire être entre plusieurs personnes et faire preuve d'intelligence collective pour trouver des solutions qui vont pouvoir solutionner ou résoudre ou trouver des solutions aux problèmes qui vont arriver dans cette gestion de crise. Et puis après la phase de gestion de crise, il y a la phase de rétablissement. Alors si je reviens à notre législation, qui est notre cadre de référence légal, eh bien la phase de rétablissement, elle fait l'objet de 3 lignes actuellement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas prévu, on n'a pas pensé qui allait coordonner cette phase, comment on allait s'organiser. On l'a vu que dans le cas des inondations, toute cette phase-là, elle est toujours en cours. C'est quelque chose qui est vraiment sur du long terme. C'est pas un rétablissement qui voilà. Donc il faut une coordination, il faut s'organiser. C'est vraiment une phase conséquente. C'est ça. Si je me permets de vous interrompre, rétablissement, qu'est-ce que ça voudrait dire alors? C'est vraiment jusqu'à ce que l'endroit soit redevenu le même? Non, oui, justement, effectivement. Alors, je pense qu'actuellement, si on suit notre législation, effectivement, on envisage un retour à la normale. Mais je pense qu'effectivement, dans la réalité des crises qu'on a vécues, comme le Covid, et puis maintenant les inondations, et même la guerre d'Ukraine, etc., je pense qu'on se rend compte maintenant que cette normalité après-crise ne sera plus la même que celle qu'on a connue avant. Et donc, effectivement, il y a toute cette question, est-ce qu'on va reconstruire au même
même endroit? Est-ce que les personnes vont aller réhabiter ces zones? Donc il y a effectivement toute cette problématique est encore de l'ordre... Enfin, je pense qu'elle n'est pas suffisamment pensée actuellement, en fait. Donc cette phase, c'est vraiment... Voilà, pour moi, c'est encore un point aveugle sur lequel il faut vraiment travailler. Et puis, il y a la phase de tirer les enseignements, et ça, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important d'être dans une dynamique d'apprentissage et de garder aussi la mémoire de ces gestions de crise, de ces crises qui nous ont touchés et qui nous touchent, et pour pouvoir utiliser ces éléments-là aussi dans la planification, dans l'identification des risques, dans la façon dont on va gérer les crises. Donc, c'est vraiment, ça doit être dans une dynamique d'apprentissage. Et je pense que là aussi, on le voit ici avec les inondations, il y a eu une commission parlementaire, il y a maintenant il y a aussi une enquête judiciaire. Donc, il y a toutes sortes de processus comme ça qui ne sont pas nécessairement dans une dynamique d'apprentissage, ou en tout cas, il faut faire attention que ça n'empêche pas les gestionnaires de crise et toutes les autres personnes qui ont participé à cette gestion de crise, la population, de tirer justement les enseignements dont on a besoin aujourd'hui pour être dans une dynamique d'apprentissage. Voilà. C'est un risque ? Je pense que c'est un risque, effectivement, parce qu'on a tendance à être dans une dynamique de recherche des responsabilités, de où se trouve l'erreur ou la faute, alors que quand on est dans une dynamique d'apprentissage, on n'est pas dans une dynamique comme ça. On ne cherche pas qui a mal travaillé ou qui a bien travaillé. On cherche comment est-ce qu'on doit, quels sont les enseignements, qu'est-ce qu'on doit vraiment tirer comme leçon pour le futur, que ce soit des crises d'inondation ou d'autres types de crises, en fait. Je pense qu'il y a énormément d'enseignements de la gestion des inondations, qui peut servir pour plein d'autres types de crises auxquelles on va être confronté dans les années prochaines. Donc, je pense qu'il faut vraiment, oui, effectivement, ne pas être dans une recherche de responsabilité, mais vraiment être dans une dynamique d'apprentissage et essayer vraiment de tirer ces enseignements-là, justement. Je pense que ça, c'est vraiment le cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, en Belgique, si on regarde ce cycle du risque, on a encore énormément de travail à faire, quasi à toutes les étapes. Et il y a aussi la question évidemment de la population, mais je pense qu'on pourra aborder cette question plus tard. Mais donc il y a énormément de travail à faire à toutes ces étapes du cycle du risque. Donc on a, voilà, je pense que... Merci. Fabio Recchia, par rapport à ce que vient d'évoquer Aline Thierry, est-ce que vous abondez dans son sens? Il y a des éléments qui attirent aussi votre attention, qui seraient ressortis du congrès? Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre de ces travaux, on a identifié, disons, 2 critères à partir desquels on pourrait penser une bonne culture du risque. Le premier, c'était justement cette idée qu'elle devrait être conçue dans un esprit cyclique, holistique, ce qui n'est pas encore vraiment le cas à l'heure actuelle. Pour l'instant, la culture de crise repose sur une approche analytique, scientifique, démocratique. C'est souvent la combinaison de modèles quantitatifs et de débats d'experts qui permet de construire une décision politique qui est menée de façon verticale, avec un travail qui doit être fait à tous les niveaux, comme vous l'avez dit. Alors, le modèle a des avantages et il faut pas y renoncer, mais l'idée, ce serait d'élargir cette approche-là à d'autres paradigmes de gouvernance qui seraient plus polycentriques, qui convoqueraient d'autres perspectives, d'autres manières de faire, celles que vous avez rappelées, et surtout qui convoqueraient d'autres types d'acteurs qui seraient issus de tous les milieux sociaux. Et donc là, on touche au deuxième critère qui avait été identifié pour une bonne culture du risque. Elle devrait être beaucoup plus inclusive qu'elle ne l'est actuellement. Donc au lieu d'être une propriété qui serait réservée, il faudrait qu'elle soit élargie à l'aide de pratiques d'inclusion qui permettraient une diversification des protagonistes qui sont engagés dans le problème. Donc il faudrait se donner les moyens de convoquer le secteur associatif, le monde académique, les entreprises et surtout la société civile dans toute sa diversité. Et donc il faudrait essayer de construire une approche, c'était ce que vous disiez, une approche intersectorielle, transclasse, multigénérationnelle, pluripédagogique aussi, qui permettrait d'accorder une visibilité plus grande, notamment aux expertises d'usage qui sont menées sur le terrain par les acteurs et les citoyens. Alors ça pose évidemment la question de savoir comment faire. Mais c'était la question que j'allais vous poser. C'était, puisque justement on est dans l'idée de... voilà, il y a toutes ces connaissances, mais il faut qu'elles puissent se réaliser concrètement sur le terrain. Voilà, on se dit, qu'est-ce qui fait de différent notre planificateur d'urgence le 13 ou le 14 juillet? Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment compris. En fait, ce que j'aimerais, c'est comment formuler concrètement ce que vous dites. Quel serait l'effet concret sur le déroulement de la gestion de crise si on avait un scénario similaire, partons d'un scénario similaire
de celui de juillet 2021. Par exemple, un élément très concret, c'est juste un exemple. Si on est sur la question de la planification d'urgence, donc là, justement, on se dit, voilà, il faudrait ouvrir cette planification d'urgence, travailler davantage avec la population. On sait que, par exemple, un élément qui était très problématique pendant les inondations, ça a été d'évacuer les populations. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une mesure de protection de la population qui est prévue dans les plans, mais on ne travaille jamais avec la population sur ces questions-là. Et on s'est rendu compte très concrètement qu'en fait, évacuer une population, si la population n'a jamais été préparée à ces questions-là, eh bien c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc il y a tout ce travail qui doit être fait en amont avec la population pour qu'elle prenne conscience et qu'elle sache aussi, tiens voilà, il est possible à un certain moment que je doive évacuer chez moi. Très concrètement, qu'est-ce que je dois avoir quand même préparé ? Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Donc il faut qu'il y ait ce travail-là. Et je pense qu'actuellement, dans les plans d'urgence, il y a toute une série de mesures qui sont rédigées en fait, et qui sont préparées et qui concernent la population. Il n'y a pas que les évacuations, mais jamais on ne vérifie ou on ne travaille avec la population pour voir si elles sont concrètement applicables en situation de crise. Et donc effectivement, par exemple, très concrètement, ce serait intégrer des groupes de citoyens, travailler sur les mesures qui sont prévues pour la population, voir si elles sont faisables, voir si les habitants peuvent effectivement les mettre en œuvre, comment. On se rend compte aussi que les évacuations, on n'évacue pas une personne âgée comme une famille avec enfants en bas âge de la même façon. C'est tout à fait différent. Donc il y a des besoins spécifiques à certaines populations aussi, et il faut en prendre conscience et en tenir compte, je pense. Donc voilà, ça c'est un exemple. Merci. Sébastien Brunet, envie d'ajouter quelque chose sur ces critères d'une bonne culture du risque, d'une bonne gestion ? Plein de choses. Allez-y. Et j'avais pas compris la question, mais j'avais plein de choses à dire quand même. Allez-y. Par rapport justement à cette notion d'une culture du risque, je pense que justement, ça nous montre que maintenant, on devrait passer à une culture de l'anticipation. Alors, c'est pas pour jouer sur des mots et rajouter un concept en plus, etc. Le concept de risque, formellement, c'est une probabilité d'occurrence d'un événement dommageable par rapport à une vulnérabilité. Donc, c'est un calcul, c'est une situation qu'on connaît. Quand on ne connaît pas la probabilité d'occurrence d'un événement dommageable ni la vulnérabilité, on appelle ça un danger, un truc qui va nous tomber sur la tête, on ne sait pas trop comment. Donc, ce qui nous est arrivé, finalement, c'est pas un risque. C'est un élément qu'on n'avait pas pu calculer, anticiper. Donc ça se présuppose qu'au lieu d'avoir des mécanismes classiques de calcul, de prévision, de planification, qui reposent sur ce que nous connaissons, parce qu'en fait, on fonde notre réaction sur le passé. Votre comportement dans la vie de tous les jours, en fonction de votre expérience. Vous sortez à un certain moment dans la rue, pas à d'autres, vous prenez votre vélo de cette manière-là, etc. Selon votre propre expérience. Quand un nouveau phénomène arrive, vous êtes vraiment face à de l'inconnu. Et on est d'autant plus fort face à de l'inconnu qu'on est capable de travailler ensemble et donc de se connaître. Tu l'as dit aussi par rapport aux citoyens. Donc ça veut dire que passer d'une culture du risque à une culture de l'anticipation, ça présuppose de réaccepter un degré d'incertitude totale, arrêter de croire qu'on maîtrise. Je reviens, excusez-moi, j'ai l'impression que je reboucle sur le début, mais c'est vraiment ça. Et surtout, être dans un mécanisme d'ouverture. Je pense que tous les deux, vous l'avez dit, d'ouverture par rapport à l'expertise d'usage, d'ouverture par rapport aux personnes qui ne sont pas les experts, mais qui peuvent à un moment donné intervenir dans une situation de crise avant ou après. Et ça permet de rebondir maintenant sur la question du temps long, puisque la question fondamentale, c'est la crise a lieu et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Les phénomènes auxquels nous sommes aujourd'hui obligés de réfléchir en termes d'anticipation, ce sont des phénomènes que nous ne pourrons pas régler en une semaine ou en un jour de préparation. Ce sont des phénomènes qui s'inscrivent dans le temps long. Les sécheresses, les inondations, les mouvements migratoires, etc. Tout ça sont des éléments qui vont s'inscrire dans le temps long. Et donc ça présuppose que les pouvoirs publics et les citoyens, qui ne sont pas uniquement ceux qui attendent d'avoir la lumière qui vienne d'en haut, réagissent et s'inscrivent dans le temps long. Or, tous nos mécanismes de décision politique actuellement et administratifs ne s'inscrivent pas dans le temps long. On n'a pas... Alors, je reviendrai sur un autre type de culture. Il faudrait, à côté d'une culture adéquate de l'anticipation du risque, une culture du temps long. Et être capable de réinjecter dans nos processus de décision le fait qu'on ne pourra pas régler ces problèmes-là en un an. On m'avait posé la question à un moment donné, combien de temps faudra-t-il pour qu'on soit prêt ? Par rapport à quoi ? Par rapport aux changements climatiques qui vont s'inscrire pendant les 350 années qui vont arriver ? À quel niveau ? Non, en fait, je pense qu'il faut intégrer cette incertitude dans le temps long. Et ça, je pense que, alors c'est peut-être difficile à vivre, c'est rabattre en quelque sorte toute une série de stéréotypes, de clichés que nous avons sur la manière dont nous
interagissons avec les autres et avec notre environnement global, même proche, on doit réapprendre ces nouveaux mécanismes d'interaction et sans doute réhabiliter notre manière de vivre le monde. Et cette manière de vivre le monde sera d'autant plus résiliente qu'elle sera inscrite dans le temps long. Si on est inscrit dans le court terme, on va régler les populations n'ont pas de maison, n'ont pas de temps, on va reconstruire, on n'a pas le temps, on fait vite des marchés publics, on reconstruit de la même manière. Eh bien, dans 3 ans, on aura de nouveau le même problème, on n'aura rien réglé. Il fait très chaud, qu'est-ce que je fais ? Je mets la clim à fond. Super. Oui, tu vas voir, tu auras bon maintenant, et puis on en reparlera dans... Donc, en fait, on est systématiquement, et ça, c'est le problème de la gestion de crise. La gestion de crise, vous êtes dans une compression du temps temporel. Vous avez des moyens qui sont complètement dépassés par les besoins. Vos besoins sont gigantesques et vos moyens sont insuffisants. Le premier réflexe, s'il y a un incendie ici, on va éteindre le feu avec ce qu'on a. On va tout détruire, peut-être des archives, peut-être des téléphones, peut-être des vies complètes vont être noyées, au sens propre comme au sens figuré, mais on aura éteint l'incendie. Et quelles sont les conséquences de cela ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi, dans la gestion de crise, déjà être capable de réfléchir à l'après. Et ça, c'est un exercice auquel on n'est pas du tout habitué. Les professionnels de la gestion de crise, leur job, c'est de faire en sorte que la courbe des moyens rattrape le plus vite la courbe des besoins. C'est l'objectif. Une fois qu'on a régulé ces deux courbes, on revient à une forme de normalité, on a réglé le problème. Et après, ce n'est plus le problème de la gestion de crise, c'est le problème des gestionnaires, des décideurs. Et c'est là que la jonction ne se fait pas et qu'elle devrait se faire sans doute beaucoup plus fortement. Alors, oui, voilà, je ne vais pas... C'est intéressant parce que donc on doit changer de gestion de crise et faire un deuil en même temps, quelque part, quand je vous écoute par rapport à comment on aimerait que ça se passe et que ça ne se passera pas. Alors c'est vrai que c'est un point qu'on pourrait, une discussion qu'on pourrait continuer, on verra si ce sera le cas pendant les échanges des questions et les réponses. Mais aujourd'hui, j'avais aussi envie qu'on prenne le temps de s'arrêter sur la question du rôle de la population. Alors, Aline Thierry, vous l'avez déjà souligné, et aussi parce qu'en fait, je pense, pour être liégeoise, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu très fort, qui est apparu, qui s'est révélé, la population a eu l'air beaucoup plus rapide, avec une capacité de s'organiser, d'être directement sur le terrain, d'être pragmatique. Et que ça a aussi créé le sentiment que, par contre, les pouvoirs publics ne l'étaient pas. Et donc, ce que j'aimerais évoquer, on en a parlé dans la culture du risque, il y a l'implication des citoyens. Eh bien, en fait, quelle est la place, sachant que l'hypothèse d'un repli sur soi aussi, et ça je le dis parce que nous sommes devant une assemblée écologiste qui peut être à l'écoute des discours de certains collapsologues qui parlent de repli sur soi, et en fait, pendant les inondations, c'est pas ça qu'on a vu. Et donc, du coup, cette hypothèse, elle a été invalidée. Les mécanismes de solidarité ont été efficaces, en tout cas dans les premiers temps. Et comment, en fait, on donne forme à cette alliance entre pouvoir public et entre cette capacité de s'organiser citoyenne, et aussi dans quel but ? Alors, Fabio Recchia, je vous donne la parole. Je veux bien répondre à cette question. En évoquant justement les perspectives qui se sont dégagées dans le cadre du Congrès Résilience, encore une fois. Donc, on a identifié un ensemble de dispositifs qui permettraient d'impliquer la population, notamment dans des scénarios concrets, c'était la question que vous avez posée juste avant, par la création de réserves de sécurité civile ou alors des exercices d'entraînement. C'est quoi une réserve de sécurité civile ? Alors, de mon souvenir, une réserve de sécurité civile, c'est une réserve de bénévoles, mais qui ont une formation précise dans la gestion de crise. Par exemple, les premiers secours, ou la gestion des radios, ou la gestion des soins, ou la gestion alimentaire, etc. Et donc, en fait, c'est organiser, si vous voulez, un dispositif de bénévoles qui peut agir dans un contexte de crise. Mais donc, on a une solidarité sociale qui est organisée avant la crise. C'était le sens des remarques qui avaient été faites tout à l'heure. Premier dispositif. Un autre dispositif, c'était la création d'un nouvel organe social qui serait une plateforme d'échange où différents types d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de dialoguer ensemble pourraient se rencontrer de manière routinière afin d'exercer des fonctions de veille et éventuellement émettre des recommandations, notamment sur les secteurs, les territoires, les populations qui sont exposées aux risques environnementaux. Et donc, ces assemblées comprendraient des administrateurs publics, des chercheurs, des mandataires politiques de différents échelons, mais surtout des représentants d'associations, des experts d'usage, des citoyens de la société civile, issus de toutes les classes, y compris les plus précarisées. Et donc l'idée, ce serait de
en fait, simplement d'organiser un espace d'échange où toutes ces personnes pourraient interagir. Et on en est resté, disons, à ce projet théorique qui en fait soulève des questions concrètes concernant sa mise en œuvre. Donc, qui serait responsable de la coordination de cet organe? Quelle institution pourrait l'abriter? Où est-ce qu'on pourrait trouver les fonds pour financer ça? Qui seraient les agents de liaison qui assuraient la transmission de la parole? Quelle serait la méthode de travail qu'on pourrait employer pour permettre à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'échanger de pouvoir le faire? En tout cas, la proposition qui avait été faite, c'était vraiment, au vu d'un problème qui va apparaître comme récurrent, de créer en fait un organe social adapté dont il existe des préfigurations, mais qui n'est pas encore créé de toutes pièces pour traiter la problématique. Et une des préfigurations, ce serait quoi, pour donner un exemple? Alors, il y avait toutes les... J'ai oublié le nom, mais toutes les conventions citoyennes qui se sont créées notamment à Bruxelles, où on permettait à des citoyens de s'exprimer, de faire eux-mêmes des recommandations sur des questions climatiques ou même des questions de société en général. Et donc, également dans d'autres pays, notamment en Finlande, aussi au Portugal, il existe en fait déjà des dispositifs qui ont été testés et dont on pourrait s'inspirer en essayant de les importer dans la région wallonne. J'ai oublié le nom, peut-être on peut voir ça avec Sébastien Brunet. Ah ben, si vous lui donnez la parole, je la lui cède. Je la prends, un peu violemment. Par rapport à ça, justement, c'est une question importante, parce qu'on se trouve, avec cette proposition, on se trouve dans une forme d'institutionnalisation. Alors, je n'ai pas de mal avec l'institutionnalisation, il en faut. Et je repense souvent aux travaux d'Evan Illich par rapport justement à l'institutionnalisation, et je me dis, c'est une forme aussi d'inhibition d'un certain nombre d'initiatives, avec une réalité très concrète à laquelle on a été confronté lors des inondations, c'est l'ancrage dans les territoires. La situation n'était pas la même d'un quartier à l'autre, dans le même village, ou du bout d'une rue à l'autre bout, dans la même... Voilà. Donc, en fait, si on est dans une logique d'institutionnalisation, je pense qu'il faut des lieux de discours, de partage, de sensibilisation, ça, tout à fait d'accord, et de formation continue, etc. Je pense qu'il faut absolument ça. Mais ce qu'il faudrait aussi, par ailleurs, c'est éviter que ce phénomène d'institutionnalisation ne vienne, en fait, rendre incapables les personnes de réagir le cas échéant et d'être encore en attente. Ben oui, mais que font-ils? Que fait la police? Que font les pompiers? Que fait l'armée? Etc. Et en fait, ce que cette crise-là, en termes d'enseignement, en tout cas moi, ce que je retiens principalement par rapport à l'implication des citoyens et des citoyennes, c'est que c'est l'occasion de revenir à des niveaux de territoire proches des réalités des personnes, de refaire de l'empowerment, de l'encapacitation des individus, des citoyens, en tant que citoyens sur leur territoire, parce que c'est ces personnes-là qui connaîtront au mieux si le vieux monsieur ou la vieille dame de la maison de 3 est toujours là, pas là, si les enfants sont venus, si le chien est malade, si le chien est sorti, si les poules sont rentrées, pas rentrées, alors que les hommes... C'est ces personnes-là qui connaîtront au mieux. Et ce ne sont certainement pas les pompiers, ni la défense, ni encore même un organe supplémentaire qui serait créé, sans dire qu'il n'en faut pas. Je pense qu'il en faut un, sans doute, mais qui serait un élément peut-être de mobilisation, de discussion, trouver les meilleurs moyens. Mais je pense qu'on doit revenir à des niveaux de discussion au plus proche des territoires. Ces réalités de terrain, et je pense que si on embrasse la théorie de l'Anthropocène, du fait que nous sommes vraiment dans une nouvelle ère géologique, il est évident que si nous ne repensons pas notre lien au territoire, dans tous les sens du terme, en termes de consommation, de production, en termes de rapport de dépendance et d'interdépendance, et je pense notamment au concept de bassin versant, on pourrait très bien repenser les solidarités au travers d'autres mécanismes que les découpages classiques administratifs. Les inondations, pour moi, la notion de bassin versant, elle est revenue comme une gifle en plein milieu du visage. Peut-être définir la notion de bassin versant au cas où quelqu'un ne la connaîtrait pas. L'idée, c'est qu'en fait, on va superposer à une carte hydrographique une communauté politique, sociale, économique, environnementale. On va superposer les deux. Donc ça veut dire que si j'ai une rivière qui passe dans mon village, en fait, ce n'est pas mon village qui constitue mon lieu de référence. Ce qui constitue mon lieu de référence, c'est le bassin versant dans lequel je me trouve. Donc c'est les eaux qui viennent d'en haut, d'en bas. Enfin, c'est mes liens avec ceux qui sont en amont et en aval. Et tu disais tout à l'heure éviter le repli. Une des grosses critiques qui a été émise par rapport à cette notion de bassin versant, c'est qu'en étant en bassin versant, eh bien, on peut jouer des non-solidarités vis-à-vis de ceux qui sont avant ou après.
Et en fait, non. La notion de bassin versant, c'est justement la solidarité. Je suis responsable de ce que j'envoie à ceux d'après, et je suis le réceptacle de ce que les autres m'envoient. Donc, en fait, c'est replacer l'individu dans une chaîne d'interdépendance. Et ça, c'est fondamental. Et donc, je me dis, quand on parle justement de l'implication des citoyens, on doit essayer de réfléchir notre relation à nos environnements proches, parce que c'est ceux-là qui vont pouvoir être, me semble-t-il, les plus résilients par rapport à une situation concrète de crise. On a beau être le meilleur planificateur d'urgence du monde, quand on a une catastrophe telle qu'on a connue en juillet dernier, personne n'avait une carte précise de ce qui se passait. Ils ont dû attendre d'avoir les premières images par drone ou par hélicoptère, des heures et des heures après la situation. Il n'y avait pas de visuel. Donc les seules personnes capables d'avoir le visuel, c'était les gens sur le terrain. Fukushima, c'était la même chose. Quand ils ont voulu se dire il faut renvoyer des camions avec des groupes hydroélectriques pour, merci beaucoup, électrogènes, ils ne savaient pas quelle était la praticabilité des routes. Donc ils n'ont pas envoyé un camion ou deux camions, ils ont envoyé 10 avec des itinéraires différents. Personne ne connaissait la praticabilité des chemins. Donc qui peut connaître la praticabilité des chemins? Ceux qui sont sur les chemins. Et donc c'est normal que les citoyens aient pu faire plus que les pouvoirs publics. Ce n'est pas un défaut des pouvoirs publics. Enfin, je ne suis pas en train de défendre les pompiers, les militaires, mais ce n'est pas un défaut. Ils étaient dans l'impossibilité matérielle de le faire. C'était impossible. Ça veut dire que cette force potentielle-là dont parle Fabio, de cette réserve de protection civile qui serait une protection citoyenne, quelque chose comme ça, à discuter, cette réserve-là, elle est potentiellement là, mais elle n'est pas inclue dans les schémas. On considère que les citoyens sont les réceptacles de l'action des pouvoirs publics, ils vont attendre sur un toit. Non, ils vont agir, évidemment, et c'est ce que nous avons eu comme démonstration. Dernier élément là-dessus, il faut quand même bien remarquer le désinvestissement des pouvoirs publics au cours des 20 dernières années, si pas plus, dans la protection civile, dans la défense. On s'étonne que la défense n'a pas de moyens, mais ce n'est pas la faute de la défense. Ce sont les responsabilités des politiques au fur et à mesure qui sont dit, vous savez, finalement, tout ce qui est repas à l'armée, là, Sodexo, c'est plus simple, d'accord? Donc les cantines, etc. Et donc quand on demande des repas à la défense, ils disent, écoutez les amis, marché public Sodexo. Donc cette libéralisation, cette atténuation de la capacité des pouvoirs publics, c'est fait tout doucement, sans aucun problème, parce que finalement tout allait bien et les risques étaient maîtrisés. Mais dès que la réalité se rappelle à nous, ou qu'une nouvelle réalité est en train de s'installer, on se dit, que font les pouvoirs publics? Les pouvoirs publics ont flingué le service public au fur et à mesure, et je ne suis pas certain que ça va s'arrêter, sauf que des crises vont peut-être permettre à un moment donné d'avoir des soubresauts. Alors, ma question, c'est, est-ce que notre capacité de changement, on en a discuté tout à l'heure avec Benoît en aparté, est-ce que notre capacité de changement, en fait, dépend des catastrophes qu'on subit, ou est-ce qu'on est capable vraiment de les anticiper? Est-ce qu'on est obligé d'aller dans le mur pour changer, en fait? C'est la question. Et tout ce que moi j'observe, c'est que finalement, un peu désespérément, je me dis, non, il faut juste attendre d'être dans le mur, et après on peut changer éventuellement les choses. Et après, est-on encore en capacité de changer quand on est dans le mur? Ça, évidemment, c'est une autre question. Mais je ne veux pas vous déprimer tous et toutes. Je reste un optimiste convaincu. Aline Thierry. Oui, juste pour rebondir, je suis tout à fait d'accord évidemment avec ce qui vient d'être dit. Par rapport aux comportements prosociaux de la population, c'est un phénomène qui est bien connu et qui a été étudié déjà aux États-Unis pendant par exemple Katrina ou le 11 septembre. Et donc, contrairement à ce qu'on imagine, la plupart des citoyens, dans une situation de catastrophe, vont avoir des comportements prosociaux et donc vont vraiment, ils vont pas être dans des situations. Enfin, donc, c'est contraire à ce qu'on imagine effectivement dans la planification d'urgence ou ce que les gestionnaires de crise ont l'habitude d'imaginer en se disant effectivement il faut surtout les neutraliser et qu'ils obéissent aux règles. En réalité, dans une grande crise, ce phénomène de comportements prosociaux, c'est vraiment quelque chose d'important et de connu. Et donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces comportements prosociaux, cette offre de services, ces dons, ces aides, comment est-ce qu'on va faire en sorte pour que ça corresponde aux besoins de la gestion de crise? Et donc tout ça, ça a été un enjeu énorme pendant la gestion des inondations parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas pensé. C'est un imprévu, c'est quelque chose qu'on n'a pas pensé. Donc il y a eu une énorme offre d'aide, de services, de citoyens, mais aussi d'entreprises qui est venue de partout. Et donc comment est-ce qu'on fait pour que cette offre de services, elle
elle soit utilisable, on puisse envoyer des citoyens ou des entreprises, aider là où on en a besoin. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là, je pense, qui doit être travaillé. Et puis pour revenir aussi sur la question de l'investissement dans les services publics, c'est vrai qu'on a eu des réformes récentes aussi. Avant, par exemple, la protection civile avait des réserves de bénévoles assez importants. Eh bien, ces bénévoles, en fait, ont quasi disparu parce qu'on a centralisé les casernes à des endroits bien précis. Donc, il y a eu un phénomène dans les zones de secours aussi. Il y avait des réserves de bénévoles assez importantes et ces réserves-là sont en train de diminuer. Donc, il y a aussi toute cette question-là, effectivement. Voilà, qu'est-ce qu'on veut pour la suite, quoi. Et je trouve intéressant que vous souligniez la question aussi de la coordination, parce qu'il y a ces comportements prosociaux, mais c'est clair que c'est une question. C'est comment les valoriser sans permettre à certains politiques de la sorte se déresponsabiliser des désinvestissements dans les services publics, et aussi parce que la coordination est très importante. Vous parliez de l'exemple des camions qui ne savaient pas quel itinéraire prendre, et en fait c'est les gens qui sont sur le terrain qui le savent. Ça me fait penser à un témoignage d'un lieutenant-colonel qui, pendant les inondations de juillet, qui disait « mais en fait moi j'avais des hommes, j'avais des bateaux, je ne savais juste pas où je devais les envoyer ». Et donc là on voit que c'est vraiment la coordination entre les deux qui était fondamentale et qui était difficile. Je rebondis juste là-dessus. J'ai donné un petit coup de main au centre de crise provincial pour justement faire matcher l'offre et la demande. Et à un moment donné, on a des offres d'entrepreneurs qui viennent d'un peu partout, Bruxelles. Où va-t-on ? Quand on se retourne vers les pompiers, où va-t-on ? L'ampleur du désastre est telle que la réponse que j'ai eue, c'est de dire, ils viennent avec quoi ? Des camions grappins, etc. Ils vont dans telle commune et ils commencent dès qu'ils peuvent. Par où ils y vont ? Il n'y a pas d'endroit, en fait. Enfin, il n'y a pas de lieu. L'étendue spatiale de la catastrophe est telle qu'il n'y a pas même de lieu prioritaire. Donc, vous vous rendez compte du schéma, alors que dans les systèmes de gestion de crise classiques, on a des plans, on a des fiches réflexes, on a des endroits où on va, il y a des endroits où on fait le rassemblement, vous avez les pictogrammes avec les petits points verts, on va dans des endroits... Là, tout, en fait, on est dans l'hors norme. On est dans ce que disait Aline tout à l'heure, on est dans l'impensé de nos systèmes de gestion de crise habituels. Et donc, quand on envoie des secours, on dit allez là-bas, vous verrez bien. Enfin, on ne sait rien vous dire, en fait. Et donc, ça veut dire qu'on est face à une ampleur, pas une nouvelle ampleur. On est face à un phénomène pour lequel nous devons bâtir une autre approche qui est différente. Et les raisons pour lesquelles la réintégration des citoyens et des citoyennes dans le schéma est vraiment essentielle et fondamentale. Voilà, maintenant, il y a des choses toutes simples, on parlait de choses pratiques tout à l'heure. On en a discuté avec des personnes qui gèrent la crise, justement. Ils disaient, mais en fait, ce qu'il faudrait que chaque citoyen, dans des zones spécifiques, comme les inondations, les zones potentiellement dangereuses ou inondables, elles devraient avoir tout un réflexe particulier, avoir une boîte étanche avec leurs documents les plus importants pour les assurances, etc. Il y a des petites choses qui ne demandent pas un investissement gigantesque, qui demandent simplement une sensibilisation. Donc, mais ça, on n'y est pas. On n'est pas là-dedans. Et c'est là peut-être que des organes qui pourraient à un moment donné passer ces messages-là. Alors, il ne faut pas que tout le monde soit un secouriste en herbe. Je dirais c'est pas ça, parce que là aussi, il y a aussi des éléments extrêmement importants. On ne sauve pas n'importe comment. Il faut d'abord être vivant soi-même. Il ne faut pas rajouter un risque au risque. Donc les professionnels de la gestion de crise, un des premiers éléments d'intervention d'un pompier sur un chantier, comme on appelle ça un chantier, c'est d'abord s'assurer que lui ne va pas prendre un risque pour lui-même ou pour son équipe. Donc, et vous le savez, si vous avez fait du secourisme, c'est la première chose à faire. On ne se met pas en danger soi-même. Combien de personnes dans les inondations se sont mises en danger en allant chercher des personnes avec des moyens... Alors ça a marché, on a peut-être eu de la chance. Ça n'a peut-être pas marché, on ne le sait pas. Je pense qu'en France, la plupart des morts pendant les phénomènes d'inondation sont des personnes qui essayent de partir en voiture. Je me semble avoir déjà entendu ça pour réagir. Ils ont mis en place des systèmes de formation, comment sortir d'une voiture qui coule. Enfin, j'espère qu'on n'en serait quand même pas là, mais fondamentalement, oui, c'est ça. Donc il y a comme on n'est pas sauveur. Alors, je vais prendre un autre exemple qui vient des acteurs de terrain. Quand un pompier intervient quelque part et qu'une personne a été en charge et a commencé à sauver des personnes, un citoyen lambda qui s'est dévoué, une des difficultés pour les intervenants, les pompiers, c'est de désactiver la personne. La personne est tellement investie dans son rôle qu'il faut à un moment donné dire, maintenant on est en charge, tu peux rentrer chez toi. Mais mettez-vous 2 minutes dans une situation où en se projetant, on a envie de rester, on a envie de donner un coup de main, on a envie d'être là. Même chose pour les bourgmestres.
les femmes et les hommes politiques de terrain, et c'est dans un centre stratégique de crise qui doivent être, c'est pas en train d'écumer avec les seaux ou avec leurs brosses, c'est pas leur place, mais pourtant ils ont envie d'y être, et c'est humain. Donc il y a toute une série de réflexes comme cela qui doivent un peu naturels, qui doivent être pas combattus, mais qui doivent être explicités. La place d'un responsable politique, c'est pas avec une pelle dans les rues. Il y en a d'autres qui veulent faire ça, mais on comprend que politiquement et humainement, en fait, on a envie d'être là. Donc c'est logique. Mais donc ça, c'est toute une série d'apprentissages. Donc je veux dire, l'apprentissage, il n'est pas qu'envers les citoyens. Il y a aussi envers toute une série d'intervenants politiques, mais aussi les intervenants de terrain. Des commandants de pompiers nous ont déjà dit, mais moi, je suis obligé de me battre contre mes hommes et les femmes de terrain pour dire, n'y allez pas. Ne plongez pas maintenant, c'est pas possible. Je ne donne pas l'autorisation que vous le fassiez parce que vous allez vous mettre en danger. Dans les services même de secours. Donc il y a vraiment une culture, je dirais, du sauvetage qui est vraiment très importante et qu'il faut en être conscient. Merci. Je ne sais pas si Fabio Recchia ou Aline Thierry, vous souhaitez réagir par rapport à ça? Simplement répondre sur le point de l'institution. S'il faut la mise en place d'une nouvelle culture, comme c'est un fait social, il faut l'instituer. C'était dans ce sens-là que la proposition avait été faite. En fait, ça apparaît comme le moyen le plus adéquat pour atteindre cet objectif-là et permettre justement d'acquérir des bons réflexes, même dans des publics spécialisés, quoi. Et alors, puisqu'on parle de l'implication de la population, j'avais aussi envie d'aborder avec vous la question des inégalités environnementales, de dire que toute la population n'est pas logée à la même enseigne, et comment est-ce qu'on fait pour que cette implication des gens du terrain, elle se fasse de manière égalitaire, respectueuse de ces inégalités, les prend en compte, et alors ça c'est peut-être une question qui est plus pour le politique, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour que ce soit avec des principes de solidarité et non pas... Enfin, l'objectif, quand on implique une population, c'est évidemment de lui donner une capacité d'agir. Mais par contre, ce que nous voudrions éviter, c'est par là de se dédouaner en tant que politique et de ne pas tenir compte que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour faire face, ou de reporter sur le citoyen le fait d'offrir cette aide au plus grand nombre. Or, la solidarité, les institutions publiques qui portent cette solidarité, les politiques sociales, un de leurs objectifs, c'est de laisser personne au bord du chemin. Et donc voilà, j'ai toute cette réflexion en tête et je voulais savoir quelle était votre réaction par rapport à cela. J'avoue qu'il y a plusieurs questions dans la question. Encore combien de temps, en fait Écoutez... Mais je vais juste lancer un premier élément de réflexion par rapport à ça. Si on parle d'inégalités environnementales, à mon sens, on ne peut pas les découpler des inégalités socio-économiques, qui sont vraiment extrêmement importantes. Et je vais prendre un exemple tout simple. Je vous invite toutes et tous à aller sur le site de l'IWEPS, Institut Wallon. C'est pas de la pub, hein, je ne guéris rien de plus à la fin de la journée. Si vous prenez la carte vous allez sur Wallstat, vous prenez une cartographie, vous prenez la carte des inégalités sociales, et vous la superposez à la carte des maladies chroniques, c'est la même carte, en fait. Donc, entre guillemets, on le sait tous, hein, plus vous êtes pauvre, voilà, et plus vous serez en mauvaise santé, et plus voilà. Et donc, les deux éléments sont extrêmement importants, et je pense que c'est important de ne pas louper cette dimension-là. Et comme tu le dis, sont couplés aux inégalités environnementales d'autres types d'inégalités, et tout ça s'ajoute. Et je pense que malheureusement, les phénomènes auxquels on est confronté pour l'instant ne vont faire qu'aggraver ces inégalités-là, sociales et environnementales, avec une caractéristique particulière pour les inégalités environnementales, c'est qu'elles vont devenir de moins en moins inégales. Dans le sens où la généralisation et la globalisation de toute une série de conséquences négatives sur l'environnement, à un moment donné, on ne pourra plus échapper à des endroits où on n'a pas de problème d'environnement. Tu vois ? Et donc, et ça rejoint le concept d'Ulrich Beck sur le concept de risque moderne, risque réflexif, en disant ce sont des risques d'une catégorie nouvelle qui ont une échelle spatiale gigantesque et une échelle temporelle gigantesque. Et ces risques-là ont une dimension démocratique. Dans quel sens ? Dans le sens où personne ne vote pour ces risques, évidemment, c'est pas cette dimension-là. C'est la dimension on ne pourra pas échapper à ces risques. À un moment donné, que vous soyez riche, noir, éduqué, pas éduqué, croyant, grand, blond, tout ce que vous voulez, peu importe votre statut, vous serez confronté aux risques environnementaux, aux dommages environnementaux. Vous y serez, l'air que vous respirez, l'eau que vous boirez, etc., etc. Donc,
il y a un moment donné dans les inégalités environnementales, pour moi ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les considérer comme étant un précurseur de ce à quoi plus personne ne pourrait échapper à un moment donné s'il n'y a pas une transformation. Alors que les inégalités sociales et économiques, elles pourront persister. Justement avec des phénomènes de repli sur soi. La bunkérisation des catégories sociales professionnelles, les petites îles sur le côté, le château dans la montagne, les chiens autour et la mitrailleuse. Voilà, on aura... Donc je pense qu'il y a effectivement un problème par rapport à la dispersion des inégalités environnementales maintenant, qui sont à des endroits spécifiques, mais elles auront tendance, à mon sens, à se généraliser, alors que les inégalités sociales et économiques, pas. Merci. Aline Thierry, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, rien de particulier. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Merci. Fabio Recchia, alors ? Oui, pareillement. Simplement, peut-être évoquer quelques pistes de travail qui avaient été proposées pour essayer d'intégrer dans la culture du risque une vision égalitaire, solidaire. La première, c'était la création l'institution de ce nouvel organe, mais il y avait aussi une proposition du côté de la recherche scientifique, c'était de mettre en place tout un travail de documentation sur les comportements de solidarité, d'entraide qui se sont développés en Belgique pendant la pandémie, pendant les inondations. Donc l'idée, ce serait de faire une enquête de terrain sur la culture de la vulnérabilité qui s'est développée pour gérer au quotidien les inégalités de type environnemental qui sont liées à des inégalités sociales. Et donc ce projet de sciences humaines aurait pour mission de collecter un ensemble de témoignages sur l'art de vivre en fait par temps de catastrophe qui est apparu dans notre société. Donc il s'agirait de récolter des témoignages à l'aide d'un questionnaire qui porterait sur les conditions de vie. Alors évidemment, ça ne résout pas tout, cette recherche scientifique, mais grâce à ce complément d'enquête, on aurait peut-être une vision plus précise de la problématique des inégalités environnementales telles qu'elles se manifestent maintenant en Belgique francophone. Et donc partant de cette base-là, on pourrait voir comment de nouveaux modèles de gestion pourraient intégrer ces données. Alors ma question suivante, ce serait du coup, maintenant que nous avons abordé toutes ces questions, quel levier, quel frein voyez-vous pour mettre en œuvre tout ce dont nous venons de parler? Parce que, par exemple, expliciter les risques, je pense que certains se disent, par exemple, aujourd'hui à Angleur, mais j'ai pas envie que ma maison soit dévaluée parce que c'est trop visible qu'il y a eu des inondations par ici. Alors, pour l'État aussi, je crois que reconnaître sa propre humilité, c'est pas toujours un exercice facile parce qu'on sait que on déçoit les citoyens, que peut-être on risque de nourrir un discours anti-politique, etc. C'est dire sa fragilité, sa faiblesse. Et alors, on l'a aussi évoqué, un risque, un frein aussi pourrait être, pour certains, de se dire... Si nous mettons en avant le rôle des citoyens, mais ça on l'a déjà un peu abordé, mais on peut aussi y revenir, est-ce qu'on ne va pas déresponsabiliser l'État, voilà, donc quel frein, quel risque? Aline Thierry. Donc moi je pense effectivement qu'il faut arrêter de tenir un discours du risque zéro, ça je pense effectivement, et on l'entend encore dans les pouvoirs publics par exemple, avec la guerre en Ukraine, j'ai encore entendu... Pas de problème, nous avons un plan nucléaire en Belgique. Donc je pense qu'effectivement, il faut absolument sortir de ce discours. Et il faut reconnaître qu'il y a des risques, qu'il y a effectivement un degré d'imprévisibilité. On ne sait pas quelle sera la prochaine crise. Et je pense que pour revenir sur tout ce qui a été dit, il faut vraiment travailler sur ce fameux cycle du risque, revenir sur les différentes phases, voir comment on peut avoir des outils d'identification des risques, professionnaliser la planification d'urgence, investir dans la formation, dans des exercices, continuer d'investir dans les services publics qui ont été fragilisés suite aux différentes réformes dont on a parlé. Et donc je pense que oui, il y a vraiment un travail à mener. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut sortir de ce discours, c'est clair. Voilà, tout est en ordre. On est dans une société risque zéro, tout est maîtrisé. Il faut vraiment se rendre compte qu'effectivement, on est confronté à toute une série de crises, qu'il va y avoir des crises dont on ne sait pas la nature d'avance, et donc il faut pouvoir s'adapter. Et pour ça, il faut travailler pour moi sur les différentes étapes du cycle du risque, avec la population, avec les services d'intervention, réinvestir dans les services publics. Voilà.
Ça, ce serait un levier, le réinvestissement dans le service public. Oui, mais aussi travailler avec la population, je pense, de façon pas top-down, comme on l'entend souvent et comme tout est prévu pour le moment. On est dans une approche top-down, vraiment travailler dans une approche de co-construction en les intégrant, en réfléchissant comment on peut vraiment les intégrer et travailler de façon co-construite, d'une certaine façon. Plus une approche top-down, parce qu'on a bien vu que c'était très limité. Fabio Recchia, des leviers, des freins pour mettre en place tout cela? Les leviers, je pense qu'ils résident dans les différentes pistes de travail qui ont été approfondies tout au long de la discussion. La réflexion sur le cycle, sur la culture en général, sur l'institution de nouveaux dispositifs, éventuellement la création de nouveaux organes. Moi, au moment où j'ai préparé cette question, je me suis surtout intéressé aux différents types de freins qui pouvaient exister par rapport à ces différentes propositions-là. J'ai identifié notamment un frein particulièrement fort qui est les risques qui sont d'ordre symbolique et qui ont des implications en fait psychosociales. Parce qu'en fait, remettre en question notre culture du risque, c'est une opération qui a un coût sémantique assez important. Elle engage, ça a été dit tout à l'heure, un renversement qui est d'ordre politique et même métaphysique dans nos manières de penser le monde et le temps en général. Parce que ça demande de remettre en cause tout notre modèle de gestion du bien commun. Et donc tout ça induit une perte de repères politiques et moraux, et plus généralement un rétrécissement de l'horizon des possibilités sociales qui caractérisent notre mode de vie. Et devant cet appauvrissement-là, chacun est un peu conduit à réfléchir sur le thème de la fin du monde, ou du monde tel que nous le pratiquons, tel que nous le connaissons, depuis sans doute la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, ce constat-là peut être vécu sur le mode d'une vulnérabilité psychologique. On parle de plus en plus souvent d'éco-anxiété, d'éco-peur, d'hypersensibilité écologique, comme autant d'entrées dans le tableau clinique qui caractérise les psychopathologies de l'âge de la crise climatique. Et inversement, on l'a vu d'ailleurs avec les inondations, la crise des valeurs qu'on connaît, qu'on traverse, peut avoir un risque collatéral qui est un sentiment de désintérêt vis-à-vis des politiques publiques en matière d'écologie. Et donc dans ce cas de figure-là, les états de détresse s'endurcissent dans le discours climato-sceptique ou collapsologique, qui ont pour point commun de renoncer à transformer le monde comme s'il était inéluctablement voué à sa destruction, quoi. Et donc, on se trouve devant un problème qui, je pense, est politique, métaphysique, philosophique, qui est d'essayer de retrouver une voie intermédiaire qui permet de refaire récit, reconstruire une promesse démocratique pour les générations futures. Et toute la question, c'est de savoir comment arriver à vivre dans notre situation qui est caractérisée par un trouble que certains invitent à habiter en pratiquant ce qu'ils appellent une apocalypse heureuse. Ce qui est top. Une apocalypse heureuse. Je parie qu'Ecolo ne prendra pas ça comme slogan en 2024. Je pense pas non plus, mais en tout cas, voilà, je pense que les freins, il existe des freins matériels comme ceux que vous avez évoqués, mais il existe également des freins symboliques, et ceux-là sont pas des moindres parce qu'ils suscitent un état de confusion en fait qui doit faire l'objet en fait d'une analyse politique. Et alors j'avais envie de vous demander qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est un chemin individuel? Est-ce que c'est un discours des écologistes? Est-ce que c'est le rôle de l'école? Est-ce que c'est qui commence? Qui prend la responsabilité? C'est une bonne question. On avait posé une question similaire à Bergson. Il avait dit « il ne m'appartient pas de tracer les cadres ». Enfin, il m'appartient seulement de tracer les cadres, mais en fait, c'est l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas une personne en particulier qui est légitime sur les valeurs de notre temps. Et peut-être, alors là, ça me fait penser à ce que Aline Thierry a évoqué précédemment, où vous avez dit l'importance d'avoir, vous l'avez dit très, très succinctement, mais l'importance de la mémoire. Ça, je me dis que c'est aussi sans doute la manière de commencer à déconstruire, c'est par la mémoire qui reste. Et par exemple, et je ne sais pas si, il me semble que dans les recommandations qui ont été formulées, notamment pendant le congrès Résilience, il y avait justement cette question des maisons de résilience. Est-ce que ce serait un endroit local qui permet d'entretenir justement cette mémoire, le fait que c'est possible en fait, et que donc il y a des acteurs dont c'est le quotidien, et que par leur présence en fait on continue à garder en tête que c'est là.
C'est ça, ça avait été une des propositions qui avait été faite dans un autre module. Et l'idée, en fait, c'était presque de créer en fait une fonction professionnelle liée à cette problématique-là. Alors, on parle dans les pays anglo-saxons de Chief Resilience Officer, par exemple, qui sont des personnes qui sont chargées en fait d'entretenir la mémoire des crises dans des lieux où elles se seraient produites. Et sur la base de cette mémoire-là, d'ancrer un travail d'éducation permanente. Oui, et pour donner un exemple, en Wallonie, désormais, on peut commander, que ce soit un particulier ou une institution, on peut commander des petites plaques bleues, si je ne m'abuse, qui servent à mettre les niveaux de crue là où les inondations ont eu lieu, pour continuer à se dire, ça c'est possible, en fait, l'eau peut arriver jusque-là, ici. C'est une manière qui a été mise en place, je pense. Après les pilules bleues, on aura les plaques bleues, donc c'est super, on va pouvoir s'envoyer en l'air dans tous les sens du terme. Sur la mémoire, je ne sais pas si vous avez vu, on voit réapparaître les pierres de la faim, vous avez vu, je sais pas, les rivières. Donc la mémoire, en fait, et c'est là que je me dis que c'est intéressant aussi, ce que la mémoire, elle est quelque part, elle est enfouie ici, elle est immergée, elle est là. La mémoire de ce que nos territoires ont déjà vécu comme catastrophe, comme risque. Et si on reprend des auteurs comme Jean-Baptiste Frézos, il parle aussi de la mémoire de tous les accidents industriels. Il y avait dans les bassins sidérurgiques une mémoire gigantesque, je dirais, les gaz toxiques de la vallée de la Meuse entre Amé et Angis. C'est dans les années 30, il y a eu quelque chose. Et puis cette mémoire-là, elle est partie. Elle était régulée, elle était canalisée, on n'en parle plus vraiment. Donc je pense qu'il y a un enjeu fondamental à faire en sorte que ce que nous avons comme mémoire des événements récents ne fasse pas comme les pierres de la fin et qu'on ne les voit plus, mais qu'elles soient réactivées, peut-être dans des lieux particuliers, des échanges, peut-être en mettant des petites plaquettes bleues. Mais je me dis aussi qu'en termes de... Il y a à côté de la mémoire, des événements que nous connaissons, il y a aussi toute l'expérience des autres parties du monde qui sont tout le temps soumis à des types de risques de ce type-là. Je me souviens qu'un intervenant qui avait travaillé avec Bifast à l'époque, quand il a vu le chantier de l'année passée, il dit « Ici, c'est comme Haïti, en fait. » C'est la même chose. En termes de disponibilité de moyens, de réseaux, voilà. On est dans une même catastrophe, on a fait table rase, il y a un ouragan qui est passé, un tsunami, un tremblement de terre. Comment font ces populations pour se relever, si elles se relèvent? Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place? Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup à apprendre de ce que nous avons déjà vécu par le passé, et surtout ne pas faire en sorte que ça s'enfouit, qu'on l'oublie, mais surtout de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. Je pense que là, il y a aussi des enjeux. Or, dans les dernières années, j'avais l'impression qu'on était plutôt en donneur de leçons. Non, vous savez, pour faire une bonne gestion de crise, il faut un plan, il faut des analyses de risques, etc. Et on s'adresse à des contextes qui sont complètement hors sol par rapport à ce que nous pouvons vivre. Et nous, maintenant, nous sommes en train d'expérimenter ce que ces populations vivent. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre maintenant dans l'autre sens, et avec beaucoup d'humilité, comme tu le disais. Moi, je pense que c'est vraiment essentiel de faire cette démarche-là aussi. Tout à fait, ça me fait penser que j'ai une collègue, collaboratrice au conseil communal qui est à moitié réunionnaise et qui, donc, elle, ne laisse pas sortir son fils quand il y a des grands vents, par exemple, en me disant « Mais en Belgique, vous êtes fous ». Quand il y a des alertes pour des tempêtes et tout le monde continue sa vie comme si c'était tout à fait normal, et puis il est étonné parce qu'il est bloqué dans le train pendant des heures. Et donc c'est vrai que dans les îles, oui, ils ont du matériel chez eux, ils savent bien, ils ont des réflexes quand certains vents se lèvent, des tempêtes arrivent, etc. Tout à fait. Alors moi, j'aurais encore beaucoup de questions, mais je vais maintenant me tourner vers le public pour vous permettre de poser les vôtres, et je vais peut-être demander à Gérard de me donner un coup de main. Hop, alors, c'est toujours la première main, la plus difficile. Ah mais non, il y en a déjà plein. Très bien, alors, c'est allumé, et donc je vois Albert, Laurence, oh là là. Si, ça fonctionne. Je vais d'abord dire de quelle planète je parle. Tout à fait. Jusqu'il y a 4 mois, j'étais bourgmestre d'une petite commune d'un peu plus de 8000 habitants. Et donc, Covid, piratage informatique, un autre type de virus, mais qui met aussi à mal les services publics. Coulée de boue au mois de juin, un peu précurseur de ce qui s'est passé au mois de juillet, inondation au mois de juillet, crise, arrivée
des réfugiés ukrainiens et quelques autres petites choses. Donc voilà, c'est le lot des bourgmestres de pouvoir réagir par rapport à cela. Alors je vous remercie, je regrette vraiment que nous n'ayons pas eu l'occasion, il y a 3 ans, de pouvoir aborder ces questions qui sont souvent mises de côté et qui me semblent vraiment essentielles dans le long terme, donc par rapport au futur. Alors c'est vrai que la lucidité en politique, ça ne paye pas toujours, mais néanmoins, je pense que c'est notre rôle. Et donc, il me semble vraiment important qu'au sein d'Écolo aussi, nous puissions nous créer toute une réflexion de ce côté-là pour anticiper, parce que ça fait partie aussi de nos préoccupations et des programmes politiques que nous allons devoir remettre à jour. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre d'informations que vous avez données. Donc, ici, ce n'est pas tellement une question que je fais, c'est plus un témoignage, mais sur l'importance des services publics. On l'a vu suffisamment dans ce genre de situation. Il faut pouvoir le redire par rapport aux personnes qui disent oui, moins de pouvoir politique, détricoté, etc. C'est vraiment un enseignement important qu'il faut mettre en avant. Je pense qu'il est important, et je pense qu'on ne le fait pas assez, enfin j'estime qu'on ne le fait pas assez au niveau d'Écolo, de montrer le lien qui existe entre toutes ces crises. Parce que ce soit le Covid, que ce soit les inondations, que ce soit la sécheresse, que ce soit, et on peut continuer, l'immigration, l'arrivée massive de populations qui crèvent à cause de la sécheresse en Afrique, tout cela, ça a un lien. Et je pense aussi que sur le cycle long, c'est important de montrer cela. On n'a pas fait assez avec le Covid. Je pense qu'Écolo a géré des crises séparément, mais sans faire le lien. Alors, ça a naturellement beaucoup d'implications aussi sur notre réflexion concernant la coordination des plans nus. Dans la Basse-Sambre, par exemple, quasiment au moment des inondations, tous les agents plans nus étaient en vacances et c'est tout à fait leur droit. Il n'y avait rien du tout. Et donc, ça nous amène à réfléchir davantage sur aussi la coordination plans nus, les zones de secours, le rôle des zones de secours et les zones de police. Et un dernier point aussi qui est lié à cela, qui me semble important de réfléchir, on en arrive aussi à maintenant, pour les prochaines élections, à la question des fusions volontaires ou obligatoires des communes. Alors, ce que je peux dire par rapport aussi au contact avec la population ou la connaissance du terrain, c'est qu'une petite commune a aussi cet avantage. Elle manque sans doute de moyens, mais dans l'idée que de dire de certains, plus c'est grand, mieux c'est, je pense que nous avons là à intégrer cet aspect réflexion par rapport aux risques dans les petites communes, quand on dit repenser le lien avec le territoire. Et donc ça, c'est aussi un avantage d'une petite commune. Merci. Et voilà, je vous remercie. En tous les cas, j'aurais souhaité pouvoir être là, que ça puisse se faire il y a 3 ans, parce que j'en aurais tiré pas mal d'enseignements. Voilà, il n'est jamais trop tard et nous continuerons ce travail. Laurence ? Voilà, Laurence, échevine de la transition et de la santé à Gembloux et parfois bourgmestre faisant fonction. Et je peux vous dire que j'ai eu quelques crises en étant bourgmestre faisant fonction. On est encore moins préparé que les bourgmestres. Et voilà, c'est bien compliqué. J'ai beaucoup aimé le lien population, réactivité de la population. Moi, je l'ai vécu dans la crise Covid, puisque les masques, il n'y en avait pas. Les maisons de repos avaient besoin absolument de tabliers, etc. Et donc, on a vu un réseau de couturières. Alors, il y avait quelques couturiers, mais c'était surtout de couturières extraordinaires. Et je voulais faire le lien aussi. Ici, on a parlé d'une crise qui est essentiellement la crise inondation. Les masques sont arrivés et les tabliers sont arrivés dans les maisons de repos fin mars à Gembloux. Dois-je rappeler, et ont été distribués par les réseaux de bénévoles à tous les citoyens gembloutois en avril. Et début mai, et les masques du fédéral, avec ces fichus marchés publics, sont arrivés en juin.
et ne correspondait pas aux besoins et même était vraisemblablement un peu dangereux pour la santé puisqu'il y a eu cette fameuse polémique. Donc voilà, la réactivité, elle est citoyenne et il y a moyen, et je pense que le niveau communal, effectivement, un bourgmestre, un échevin ne doit pas nécessairement être sur le terrain, même si c'est important aussi d'y être et de constater quand il y a une crise ce qui se passe, mais effectivement c'est de coordonner l'appel au réseau qu'on connaît bien et de faire jouer le bouche à oreille, et ça marche très très vite. Enfin, voilà, c'était pour faire le lien avec la crise Covid. Je me demande quels sont les enseignements, parce qu'on a effectivement en 3 ans de législature communale, on a connu une telle succession de crises que je ne sais pas, enfin en tout cas dans ma commune, on n'arrive pas à prendre le recul et à se dire qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Et je pense qu'il y a nécessité pour un parti comme celui d'Écolo, qu'il y a nécessité pour les régions, le fédéral, de tirer des leçons pour nous, mais avec nous, avec le niveau communal. Et alors je trouve que la crise, c'est affreux ce que je vais dire, mais une crise inondation, on sait agir. La crise sécheresse, par exemple, il y a quand même... Alors on sait agir à long terme en se disant qu'est-ce qu'on doit prévoir pour le futur, etc. Mais il y a quand même une réflexion qu'on doit faire aussi dans l'immédiateté. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Moi, je vois les champs, je vois c'est terrible. On a une espèce d'inertie et de résilience à dire il fait beau, on aimerait bien qu'il pleuve, il a plu 2 jours, chouette, il a plu. Mais voilà, on a une inaction. Qui me terrifie un petit peu. Et voilà, je ne vais pas dire que c'est chouette de pouvoir agir quand il y a des inondations, mais qu'est-ce qu'on fait avec la sécheresse et qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place comme réflexion collective. Voilà. Merci Laurence. On va peut-être, effectivement, on peut s'arrêter là parce que c'est vrai qu'il y en a 2 interventions, mais il y aura madame juste après et monsieur dans le fond, que je n'ai pas oublié. Ah, et voilà, et vous. Eh ben, dites donc, voilà, heureusement que j'ai dit qu'on allait essayer de terminer à l'heure. Je plaisante. Mais c'est vrai que ça, c'est une question. Est-ce que la sécheresse, on peut moins agir, ou est-ce qu'en fait, tant que l'eau coule au robinet, on a l'impression que de toute façon, on est moins paniqué et on se dit moins qu'il faut prendre une décision? Juste par rapport aux réactions, finalement, des 2 bourgmestres, entre guillemets, je vois une grande... ce que ça souligne aussi, c'est un élément dont on n'a pas du tout parlé maintenant, et qui est pour moi vraiment caché et qui peut être vraiment porté à conséquence, c'est l'épuisement des personnes. Oui. Dans le personnel politique, dans les services d'intervention, il y a un épuisement parce qu'on est dans des crises qui ne durent pas 2 jours et puis s'arrêtent. On a des choses qui sont dans le long terme, dans la mobilisation des personnes, et les structures sont en train de souffrir et les individus sont en train de souffrir. Donc non seulement il y a une dégradation de la situation, mais il y a aussi une dégradation des services qui peuvent prendre en charge. Et une des questions qui se pose beaucoup, c'est la prise en charge psychosociale des intervenants de terrain, des membres des CPS, du personnel administratif. À la limite, c'est normal, mais non. Quand on passe sa journée à devoir régler des problèmes de personnes qui sont dans la DES jusqu'ici depuis 1 an, à un moment donné, on n'est pas forcément formé pour ça. Donc il y a aussi tout cet aspect-là qui est, à mon avis, pas du tout mis en évidence et qui va, à un moment donné, devoir être traité. Et sur la question de l'incapacité à mettre en place des retours d'expérience utiles, voilà, vos paroles, c'est de l'or, c'est clair. On n'a même pas le temps de le faire, quoi, entre guillemets. On est rattrapé par la crise suivante et on est aussi rattrapé par le fait que si vous voulez faire un retour d'expérience, vous devez prendre du temps sur le travail classique. Or, la gestion de crise n'est pas prévue en tant que telle, et je reviens sur la première intervention sur la place des pouvoirs publics. En fait, bon sang de bonsoir, mais qu'on sort de cette logique néo-capitaliste budgétaire de gestion, c'est normal que les pouvoirs publics dépensent de l'argent pour la population, quoi. En quoi c'est une absurdité économique et budgétaire? En quoi ça n'a pas de sens? Ça a tout son sens. Et c'est quand les catastrophes arrivent qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on était dans une logique budgétaire. Quand Maggie de Bloch a flingué les stocks de masques, parce que pour des raisons budgétaires. Il n'y avait pas d'autre raison que ça. Le risque de pandémie était, oui, étudié depuis 20 ans, on savait que ça pourrait arriver. On avait des stocks de masques, et puis à un moment donné, bon, il faut bien qu'on coupe quelque part. Ça n'a pas tout ça. Donc, je dirais, on est en train de payer directement la transformation de l'essence même des pouvoirs publics en une espèce de grande entreprise qui devrait fonctionner de manière économique selon des standards qui ne lui appartiennent absolument pas.
et le recours à toute une série de standards par les grandes boîtes de consultance internationales nous rapporte chaque fois dans la gestion publique des mécanismes qui n'appartiennent pas à ce monde-là. Comme si le commun n'avait pas d'importance, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au commun. Finalement, les communs, on le découpe en petits morceaux et chacun s'occupe de son petit lopin de terre. Mais non. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me fait peur parce que je ne vois pas de transformation fondamentale. On parlait tout à l'heure des freins et des leviers. Oui. Je pense qu'un des gros freins, c'est justement ce mode gestionnaire des pouvoirs publics. On devrait pouvoir sortir du mode gestionnaire, sans tomber dans le fantasme de l'argent qui coule, qui dégringole des murs, etc. On est d'accord, mais on devrait être dans une autre logique. Et alors, je me permets de réagir. Alors, il y a la question budgétaire, et alors aussi, moi, quelque chose que j'entends beaucoup, notamment à Liège, c'est la question de la responsabilité juridique. Que ce soit pendant le Covid, que ce soit pendant les inondations, ça, on se dit, mais enfin, c'est ça qu'il faut faire. Et alors, ce que répondent les pouvoirs publics, c'est ma responsabilité juridique. Et donc ça aussi, c'est une question où on a parlé de l'importance de l'improvisation. Et tiens, comment est-ce qu'on fait avec... Et alors, on le sait, on a des témoignages, notamment en interne, de certains de nos échevins ou bourgmestres qui ont dit, bon, à ce moment-là, je fais quelque chose, c'est sans doute pas ça que je suis censé faire, mais c'est ça que je fais. Et tant pis s'il faut que je paye le prix, parce que je ne vois pas d'autre choix. Donc voilà, c'est aussi un autre frein dont il faut pouvoir débattre collectivement. Est-ce que, Aline Thierry, Fabio Recchia, vous souhaitez réagir également à ces deux prises de parole avant de me retourner vers le public ? Peut-être juste une petite chose, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais réagir, mais vous avez donné comme exemple aussi le fait que les coordinateurs PlanU se retrouvaient parfois seuls dans leur commune ou étaient en vacances. Et je pense que dans la situation ici, dans la gestion des inondations, il y a eu quelques exemples de bonnes pratiques où des communes se sont regroupées parce qu'elles partageaient la même zone de police, par exemple, ou la même zone de secours. Et donc, effectivement, je pense que quand on est dans des crises d'importance comme ça, il faut réfléchir à une forme de comment est-ce que les communes vont pouvoir travailler ensemble. Donc, voilà, le fait de se regrouper, par exemple, a permis à certains d'avoir plusieurs PlanU, plusieurs coordinateurs PlanU autour de la table, de pouvoir partager un responsable des disciplines, d'avoir une information. Donc, il y a des formes comme ça qu'il faut penser. Je pense que tirer les enseignements, effectivement, c'est extrêmement important. Et je vous rejoins vraiment sur la question des liens qu'on peut faire entre les dernières crises qui ont été vécues. Nous, on a fait l'exercice de faire les parallèles entre la crise de Covid et les inondations. Et effectivement, on voit qu'il y a énormément de points qui se rassemblent du début de l'alerte, de la mise en réactivité, jusqu'à comment on tire ses enseignements et comment on vit le long terme. Donc c'est vraiment frappant de voir les parallèles effectivement qu'il peut y avoir dans des crises qui sont pourtant tout à fait différentes. Mais donc effectivement, il y a vraiment des points. C'était juste les deux petits éléments que je voulais rajouter. Mais... Fabio Recchia ? Simplement dire à monsieur qu'on est là, il n'est pas trop tard pour encore discuter de toutes les perspectives qui ont été ouvertes. Et donc, on est à votre disposition. En tout cas, merci pour vos témoignages. Merci. Alors, madame, et puis monsieur Touty. Ah non, monsieur Touty me fait signe que non, donc on reviendra ici devant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre pour la discussion. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Merci aussi pour les deux témoignages qu'on vient d'avoir. Je m'appelle Louise Knops, je suis chercheuse en sciences politiques pour l'instant à l'Université catholique de Louvain. Je suis également chercheuse associée d'Etopia. Une partie de mes recherches s'intéresse justement aux dimensions émotionnelles et psychosociales du changement climatique et des catastrophes naturelles. Et je voudrais revenir sur ce thème qui a en fait été évoqué de manière transversale et explicite dans vos interventions. C'était vraiment fascinant d'écouter ça. On a commencé la discussion avec le choc psychologique, le choc des représentations collectives qu'on a. On est passé par les mythes collectifs de l'homme qui domine la nature, etc. On a parlé de vulnérabilité partagée, on a parlé de deuil collectif à mener. Caroline Sall, vous avez évoqué la question du soin, de la solidarité, et j'ai une liste de 3 pages de toutes les émotions que vous avez évoquées à différents moments. Et on sent à quel point il y a une tension entre tout ça, qui est une dimension tellement dominante, dans même les 2 témoignages qu'on vient d'avoir, et le langage de la gestion de crise, des instruments administratifs qu'on a à notre disposition actuellement. Et on sent bien aussi, chez vous, Sébastien Brunet, qu'il y a une tentative d'ouvrir en tout cas des possibilités en dehors du quadrillage administratif et conceptuel qui est offert actuellement par les plans de gestion de crise. Donc je voudrais vous inviter à aller un petit peu plus loin et de se poser les questions suivantes.
Au vu de toutes ces émotions collectives qu'il y a aussi bien au sein des populations qu'au sein des acteurs qui sont intervenus sur le terrain, au sein des institutions publiques, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une dimension qui est souvent oubliée, l'épuisement de ces personnes. Comment injecter cette dimension d'émotion collective dans les plans de gestion publique? Comment en faire une dimension aussi importante que celle de l'anticipation des risques futurs, de l'intégration du temps long, etc. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on utilise comme langage? Qu'est-ce qu'on imagine comme instrument? Deuxième partie de la question, comment est-ce qu'on anticipe aussi les implications de ces gestions, de ces émotions collectives, les sentiments d'abandon, la perte, le deuil, le traumatisme, etc., etc., les colères, les solidarités. Donc pour moi, il y a vraiment deux volets. Comment est-ce qu'on peut déjà traduire ça? Et comment est-ce qu'on développe aussi un imaginaire collectif qui intègre ça pour la suite? Alors je sais que ce sont des vastes questions, on n'aura peut-être pas le temps, mais je voulais remettre cette dimension explicitement au cœur de la discussion. Merci beaucoup. Merci. On va encore reprendre une intervention ici et puis une juste derrière et puis on y répondra. Et alors je me permets pendant que le micro voyage de dire que quelque chose qui moi me frappe quand les gens témoignent de leur expérience du confinement ou des inondations, c'est qu'ils commencent souvent par dire « je ne suis pas le plus à plaindre ». Et donc une sinistrée me disait ça, moi je suis pas la plus à plaindre, ça va, etc. Et puis à un moment dans la discussion, elle dit quand même qu'elle pleure toutes les nuits. Donc visiblement, ça ne va pas tellement. Et je trouve que parfois aussi, il y a que se plaindre ou dire que ça ne va pas n'est pas toujours aisé également. Et donc peut-être que c'est la question de comment on dévoile les émotions, où est le lieu pour les exprimer, et est-ce qu'on est habitué aussi à les exprimer. Madame. Bonjour, je suis responsable d'une association citoyenne qui a commencé en 2008. J'ai beaucoup travaillé avec Madame Xoneux, avec Interenvironnement Wallonie. Je voudrais d'abord parler d'une gestion de crise, mais on la vit actuellement en Isbeil. C'est la gestion de crise de nos milieux de vie qui s'ajoutent une plus une, plus une, plus une, plus une, et qui est d'une manière globale. Gestion de crise, milieu de vie. Nous sommes derrière la barrière dans le cadre de grosses problématiques environnementales. Les pesticides, la santé environnementale, les inondations, les sécheresses, la transition agricole. Maintenant, depuis 3 jours, nous sommes confrontés aux mafias de la drogue sur notre terrain avec les produits chimiques abandonnés et les labos qui s'abandonnent. Et on doit chaque fois refaire le parcours du combattant, à savoir aller trouver nos bourgmestres, réinterpeller le fédéral, réinterpeller le régional. Et nous avons des moyens de communication qui sont tellement fabuleux, où chacun ne se parle plus. Ça veut dire que nous sommes cloisonnés à un tel point que le système, il est immobilisé à tout jamais. Et on nous dit chaque fois, oui, mais c'est la 6e réforme de l'État, c'est la 6e réforme de l'État foutoir. J'estime qu'en tant que citoyens, nous, on est là derrière, et je vous donnerai un exemple concret. Nous sommes dans la gestion, nous, comme Madame l'a dit, de l'humain, des sentiments et de la colère des gens. Et nous n'avons personne à qui relayer. On a des cloisonnements politiques, des cloisonnements idéologiques et des cloisonnements citoyens. Et ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Je vous donnerai l'exemple. Nous, on a travaillé en étoile pour les dernières inondations, et elles ne sont pas de l'année dernière. Elles sont dans ma commune de Wassèche, en Esbey, à côté d'Anu. C'est le 5 juin de cette année. On explique au mois de mai qu'on va être sinistré. On prévient. On demande des moyens juste d'entretien. Et on n'a rien. On va informer les services techniques. Et avant d'informer les services techniques, il faut des mois. C'est pas mon pouvoir, c'est pas la province, c'est pas la région, c'est pas le communal, c'est pas. C'est peut-être aussi la faute à pas de chance, hein, parce que pour finir, c'est ça qu'on se dit. Et donc, voilà, il y a du boulot. Mais on n'est pas dans une gestion de crise pour une chose, on est dans une gestion de crise globale, oui, mondiale. Et je vous donnerai un exemple concret. Allez-y, donnez-nous votre exemple. On l'attend. C'est pour les pesticides. On interpelle l'Europe dans le cadre des pesticides et de l'impact sur notre santé. On a 5 millions de signatures dans une pétition à l'Europe. Et la région wallonne, dans le cadre du greffe de la région wallonne, nous redit « Ah, mais nous, on a besoin de 1000 signatures qui doivent être réimpactées, qui doivent être réentendues, qui doivent être signées. Et on en a 5 millions. Et on en porte 5 millions à l'Europe. Et la région wallonne, pour être entendue et pour pouvoir poser une question,
citoyenne, eh bien, on doit recommencer tout le parcours du combattant. On n'a pas le temps de recommencer quand on est avec 5 millions de signatures à l'Europe. Les 5 millions de signatures, elles sont valables pour la région. Les difficultés administratives, donc. Alors, il y a madame avec le t-shirt bleu, qui est, voilà, là derrière. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je suis Marion Allais. Je suis conseillère politique pour les matières enseignement supérieur, recherche scientifique, et également au groupe parlementaire au fédéral pour la santé. Et donc simplement, j'ai une question ultra précise. On parle du bachelier en gestion de crise qui se mettrait en place tout doucement. Dites-moi que vous y êtes associé, s'il vous plaît. Hein, visiblement, l'auditoire... On en reparle après, mais... Les intervenants ont convaincu. Mais donc voilà, je reviendrai là-dessus peut-être en privé, de toute façon, avec mon mail. Et simplement, comme je suis aussi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a brièvement évoqué la place de l'école, des formations. Juste 2-3 éléments. En effet, pour moi, c'est primordial, et Madame vient de l'expliquer, on est cloisonné, on ne pense pas intercompétences, c'est vraiment un gros problème. On oublie tout le temps la Fédération Wallonie-Bruxelles alors que c'est la base de la base, c'est l'école, c'est nos enfants. Si on veut changer de paradigme, on devra y passer, selon moi. Et aussi, autre chose, et que vous l'exprimez très bien parce que vous êtes là aujourd'hui, c'est le décloisonnement de l'université, c'est sortir des murs de la tour d'ivoire de l'université. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Alors, il y a Thomas Moreau derrière qui lève la main. Je propose que ce soit le dernier et que tu fasses bref, Thomas. Je vais être très bref, merci. Caroline. Donc, si j'ai bien compris, on a intérêt à retisser les liens avec nos voisins, ce sera quand même la meilleure unité de solidarité. Et puis les villages, et puis les villes, et ainsi de suite. Il y a 2 outils, un qui existe déjà, qui peut aider les communes à appréhender pour partie les crises. C'est les plans climat, qui ont notamment, pour certains d'entre eux, donc il y a l'atténuation, la production d'énergie renouvelable, et puis il y a le volet adaptation, et les communes s'en saisissent plus ou moins. Mais je pense que dans le volet adaptation, il y a moyen d'ajouter des lignes concernant la gestion de crise. Et puis il y a un projet de Zakia Katabi, qui est l'OCAM Climat, qui va appréhender cette question, qui est en cours de réflexion et qui mériterait toute notre attention pour les risques qui sont beaucoup plus longs, changement climatique, biodiversité, etc. Voilà, pas de questions, juste ces 2 apports. Merci Thomas. Alors je me tourne maintenant vers les intervenants. Il y avait cette question sur comment on injecte de l'émotion dans la gestion de crise, qu'est-ce qu'on fait avec les sentiments d'abandon, de colère, etc. La question du décloisonnement et le rôle de l'école que nous pourrions aborder, et peut-être une réaction à l'intervention sur le plan climat. Qui veut se lancer? Alors je vois que Fabio Recchi a écrit toujours, que Sébastien Brunet prend le micro, je lui cède donc la parole. Quand on écrit, c'est une technique pour ne pas... Moi, vous lisiez votre tablette, mais je ne me suis pas... Je fais pareil. Par rapport justement à cette... en fait, c'est une manière de dire, réaccueillir, reconnaître l'émotion, et pas faire comme si la gestion de crise était une espèce de technique froide. Je pense que pour pouvoir faire ça, je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des intervenants de terrain spécialisés, professionnels. Je pense que ça peut d'autant mieux se faire qu'ils se connaissent, et je reviens sur des questions un peu bateau, mais c'est le b.a.-ba. Et donc ça veut dire beaucoup de temps de préparation, beaucoup de moments passés informels avec les personnes avec qui on serait susceptible de travailler, qui pourraient aussi permettre, avec des travaux de dynamique de groupe, de comprendre comment l'autre fonctionne en situation de stress ou en situation normale, et de savoir ce qu'on peut attendre, de ce qu'on ne peut pas attendre des personnes. Et je pense que les débriefings à chaud et les débriefings à froid sont des moments exceptionnellement riches qui permettent justement aux émotions de s'exprimer, mais il faut que ce soit dans un cadre sécurisé. Si c'est pour avoir une investigation judiciaire derrière une commission parlementaire, ça doit se faire, mais c'est potentiellement contre-productif. Donc, voilà. Voilà. Par contre, par rapport à reconnaître l'émotion des citoyens après, le sentiment d'impuissance, etc., je n'ai pas d'outils. Je pense que c'est fondamental d'avoir des endroits où on peut s'exprimer. Je me souviens, lors de la crise de l'année passée,
le fait d'avoir les gens au téléphone, des personnes qui étaient en situation, je vous parlais au tout début de mon intimité, moi dans mon peignoir, le jour des inondations le matin, sentiment d'impuissance totale, tourner en rond en se demandant ce qu'on va faire, un lion en cage. Et les personnes, le fait de donner un coup de téléphone, de dire j'ai eu le cas, un camionneur transporteur français qui venait de Paris avec 200 tonnes de nourriture pour chevaux. Monsieur, j'ai 200 tonnes, j'arrive. Où êtes-vous? Où puis-je mettre les 200 tonnes? Le fait d'avoir quelqu'un qui vous dit on va voir. Le gars, il venait avec. Il n'était pas tout seul, il y avait des centaines de personnes qui étaient potentiellement derrière, des dizaines qui s'étaient mobilisées. Le camion était parti, je pense que c'était. On a pu donner quelque chose, ne fût-ce qu'un frigo, une machine. Et ça, je pense qu'avoir. Et ça, c'est les pouvoirs publics qui peuvent organiser ça. Une instance qui ne fait pas semblant d'écouter, qui écoute vraiment, qui prend note des offres, c'est déjà quelque chose d'important. Et ça va déjà, à mon avis, absorber une série de sentiments d'impuissance qui peuvent être rencontrés de cette manière-là. Après, il y a sans doute des choses qui doivent être mises en place de manière professionnelle par la suite. Ça, je pense. Aline Thierry, vous souhaitez réagir? Peut-être juste un petit élément par rapport à ça. Je pense que par rapport, en tout cas, aux intervenants, moins la population, mais les dernières années, il y a eu quand même un peu de... Il y a eu des phénomènes où ça s'est amélioré. Donc, il y a notamment à Liège, je pense au réseau API, qui vient vraiment pour faire justement des suivis avec les intervenants. Mais il y a aussi effectivement les bourgmestres, les coordinateurs PLANU, toutes ces personnes-là, je pense, qui sont souvent aussi... voilà, il n'y a pas ce débriefing à chaud, on en parle de façon théorique, mais très rarement il est vraiment mis en place. Or, c'est extrêmement important parce qu'on l'a remarqué. J'ai moi-même été faire quelques interviews et je me suis rendu compte que certaines personnes me parlaient vraiment de traumatismes, de crises précédentes qui n'avaient pas été d'une certaine façon soignées. Et donc, les premières réactions face à une situation de crise de ces personnes, eh bien, c'était d'avoir, oui, effectivement, de repenser à ces moments et d'être inopérationnel. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, c'est clair que les personnes qui ont été amenées à gérer la crise des inondations, pour revenir à notre sujet, elles ont été fortement marquées, fortement impactées. Et donc, ce travail-là, il est vraiment extrêmement important. Je pense aussi que par rapport à la question des débriefings, c'est quelque chose qui est très important. On l'a souligné aujourd'hui, aussi pour apprendre. Mais on ne donne pas toujours les outils non plus. Donc, par exemple, l'importance d'avoir quelqu'un parfois qui est externe au groupe, qui vient pour médier la discussion, ce genre de choses, d'outils. On a travaillé sur cette question il y a quelques années, mais ces outils-là ne sont toujours pas opérationnels. Or, c'est extrêmement compliqué de qui est-ce qui va prendre la parole, comment on va médier cette discussion. Donc, il y a vraiment, oui, même au niveau... méthodologique, il y a encore du travail à faire. Et alors, je pense qu'un endroit d'inspiration, ce sont les hôpitaux qui ont mis en place des suivis avec... justement, ils vivent aussi des situations de crise d'une autre nature, mais régulièrement. Et donc, ils ont pris ces habitudes de discuter de façon multidisciplinaire aussi avec les différents services. Et je pense qu'il y a sûrement là des leçons à les tirer aussi pour voir comment on peut... utiliser ou mettre en place ce genre d'outils aussi avec les gestionnaires de crise, mais aussi les cellules communales, les bourgmestres et leur équipe CPAS, coordinateur PLANU, etc. Voilà, c'était juste une petite remarque. Merci. Fabien Requier. Oui, alors dans le cadre du Congrès Résilience, on avait évoqué la piste de recherche d'un travail anthropologique sur le thème de la vulnérabilité. Alors, il avait été question de savoir quelle pourrait être la forme de cette enquête. Une piste qui a été retenue, c'était de suivre notamment les émotions des personnes qui avaient été confrontées à un traumatisme et d'essayer sur le temps long de voir comment ces émotions-là avaient été réinvesties dans une énergie politique grâce à une série d'agents ou de dispositifs intermédiaires. Donc le but, c'était vraiment de voir comment les associations, les CPS, les bénévoles, etc., avaient permis en fait cette politisation en fait d'un affect. C'est resté à l'état de projet, mais voilà. Une suite à donner. Très bien. Eh bien, est-ce que vous souhaitez encore ajouter un élément pour le mot de la fin? Juste peut-être réagir sur la question de la complexification. Oui. Et c'est en lien avec les interventions des deux premières personnes. On se dit souvent, dans la formation Planicum, si les bourgmestres et les mandataires politiques locaux connaissaient l'étendue de leurs responsabilités, je pense que plus personne ne se présenterait sur la liste communale. Maintenant, vous savez. Laurence, envoie un message. Ouais, et le phénomène dont vous parlez de complexification administrative, pour moi, c'est un enjeu prioritaire.
et nous y sommes tous confrontés d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les cabinets ministériels, les administrations, on est tous confrontés à une multitude de règles qui avaient leur raison d'être, leur logique quand elles ont été prises, qui venaient s'ajouter à une autre pour régler des problèmes particuliers. Je vais prendre l'exemple de l'affaire Tonneau, vous savez, cette extorsion de fonds intra-wallon. On a mis des règles rapidement pour essayer d'attraper les fraudeurs, et on a mis en place une machine de guerre qui ne correspond pas à toutes les administrations. Et donc, en fait, pour serrer quelques-uns, on va mettre en place des règles qui sont tout à fait ingérables et qui, superposées les unes aux autres, plus la 6e réforme de l'État, la loi institutionnelle, mais plus personne n'y comprend rien. Je dirais, même nos collègues constitutionnalistes, avec beaucoup d'humilité, disent, écoutez, avant de répondre à ta question sur la responsabilité et les compétences, laisse-moi consulter, et on attend quelques jours. C'est pas normal, je dirais. Et cette complexité administrative a pour fâcheuse conséquence de saboter la confiance qu'on peut avoir dans nos démocraties, leur fonctionnement. Et donc pour moi, c'est un problème démocratique fondamental qui fait qu'à un moment donné, les gens peuvent se détourner de l'action publique et dire finalement ils sont incapables, ils sont pas efficaces, ça ne sert à rien. On parlait tout à l'heure des marchés publics en gestion de crise. Ou la réquisition en gestion de crise. Quand un bourgmestre ou un gouverneur décide « Allez, on envoie une entreprise là-bas », c'est pas si simple. Il faut être certain qu'on va pouvoir payer cette réquisition. Donc, en fait, on est englué dans une série de règles qui, en temps normal, dans une société qui ronronne, pourraient encore se comprendre, et encore. Mais dès qu'on doit un peu bouger, échanger un peu les choses et vouloir agir, on est dans l'impossibilité de le faire. Et donc, malheureusement, c'est un drame pour les associations citoyennes, c'est un drame pour les administrations elles-mêmes, qui, elles, ne sont pas du tout demandeuses de ce genre de complexité administrative. Et c'est le résultat de législatures successives qui ont rajouté chacun leurs règles sans forcément avoir de perspective. La simplification administrative est à l'agenda politique depuis des années. On entend simplification dans tous les sens du terme. Ça devient même rigolo. D'accord ? Mais voilà, donc c'est le monde que nous avons construit, qui est abominable. Lutter contre la complexité administrative comme critère d'une bonne culture du risque. Alors, Aline Thierry, Fabio Requiage, souhaitez-vous avoir un mot de la fin ? Peut-être juste une petite chose. Devant tout ce travail, enfin déjà vous remercier pour cette discussion, parce que je pense que c'est très important de pouvoir organiser cette réflexion sur nos modèles sur le temps long. Réflexion qui, en fait, je pense, suscite quand même beaucoup de questions, peut-être beaucoup de fatigue, ça a été dit, si bien qu'on peut perdre un peu espoir et se retrouver face à des états assez pessimistes. Pendant le congrès Résilience, ça m'est arrivé notamment d'éprouver ce genre de sentiments devant tout le travail qu'il y avait à faire. Il y avait quand même toujours quelque chose qui m'a porté, c'était une citation de Camus. Je voudrais simplement la partager avec vous pour conclure mon intervention. Il s'agit d'une déclaration qu'il a formulée pendant son discours à Stockholm, quand il a reçu le prix Nobel. Il disait ceci qui résonne, je trouve, avec notre actualité. « Chaque génération, sans doute, se croit voir refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Merci pour cette citation. Et puisque c'est la fin, moi, je voulais aussi rappeler une citation d'hier d'Edgar Morin dont on a parlé. « L'improbable, c'est le plus probable. » Il me semble que c'est ça, que ça relie un peu à ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et alors, une autre citation d'un certain Jean-Marc Nollet, dans son livre Conquête, qui disait que les combats victorieux, ce sont des histoires de persévérance des luttes, et que donc peut-être qu'il y a beaucoup encore de travail à faire, mais que c'est la persévérance qui nous fera vivre ces crises, les appréhender d'une manière plus résiliente. Et donc, pour terminer sur un mot positif, n'oubliez pas d'aller faire la fête avec vos voisins, puisque c'est sur eux que vous pourrez compter demain. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et je remercie encore les auditeurs de Radio Campus de nous avoir suivis. À bientôt, merci.